Bah oui, être premier, y a que ça. Être second, ça existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous? Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. D'habitude, on prend vos listes pour les mettre dans la liste ultime du cinéma, sauf que là, on a décidé de la consacrer à une seule série, comme on l'a fait pour X-Men, comme on l'a fait pour Resident Evil, comme on l'a fait aussi pour les Missions Impossibles. On a désormais notre épisode Super Fast and Furious Battle. Je suis Daniel Andreev, Camille Robotique sur Twitter. À mes côtés, il me fallait forcément des camarades qui soient un peu fast et furious. Je demandais à ma gauche, Monsieur Fast, Monsieur Stéphane Boulet, alias Plugin Baby. Bah bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Et oui, Fast and Furious, faut quand même rappeler que c'est une des licences les plus lucratives de toute l'histoire du cinéma américain. Je crois qu'elle est 12e ou 13e position en termes de pognon engrangé. C'est Donc, 4 milliards en tout c'est un truc complètement grotesque presque à ce stade-là de pognon amassé. Donc oui, voilà, et puis c'est un truc qu'on a tellement de choses à dire dessus. Et voilà. Et moi d'ailleurs, pour me mettre en forme, j'ai consacré ma journée à Fast and Furious. Voilà, parce qu'aujourd'hui j'ai mangé de la quiche. C'était un hommage à Vin Diesel, et je pense que c'était important de le signaler. Et l'autre personne qui rit, c'est Furious, alias Benjamin François, alias Quix. Bonjour Benjamin, comment tu vas ? Salut Daniel, salut papa, salut aux auditeurs de Super Ciné Battle. Bah écoute, moi ça va, alors j'ai eu un peu peur que papa nous dise que pour rendre hommage à la saga, il avait roulé à toute berzingue dans les rues de son bled, tu vois, qu'il avait écrasé des passants et tout. En fait, Puntos, ouais, c'est... Est-ce que je peux révéler un secret de famille de papa ? En fait, c'est sa femme, Fast and Furious. Ah, c'est clair. Lui, il est à la place du mort. Et il se met à côté et il regarde, mais il est tout pâle. Mais tu sais, c'est vraiment comme le noob, comme le personnage comique d'une série qu'on met à côté d'un mec qui conduit bien, qui fait « Oh là là, on va trop vite !» Il est exactement comme ça. C'est comme les gens qui étaient à la place du mort avec Michael Knight dans K2000, tu vois, ils avaient peur et tout, voilà. Mais en fait non, pas rien à Bah craindre. c'est tout pareil, ouais. C'est ça. Mais en tout cas, je suis content d'être avec vous parce que, comme l'a dit papa, c'est une série qui a un succès qui est pas incompréhensible parce que c'est très explicable le succès de la série. Oui. Et c'est une série qui finalement s'est réinventée pour avoir du succès parce elle partait en sucette complète et ils ont rebooté la saga. On va en parler de toute façon et c'est fait de manière très intelligente. Et juste un dernier truc avant qu'on commence. Quand on avait fait avec Daniel dans After Eight nos attentes blockbuster 2017, il y a plein de gens qui nous étaient tombés dessus, genre non mais les gars vous êtes pas sérieux, Fast and Furious. Eh ben moi je suis pas d'accord. Les Fast and Furious c'est des films qui savent très bien ce qu'ils font. Et quand tu y vas, tu sais très bien ce que tu vas voir. Et c'est des blockbusters. C'est pas des blockbusters intelligents, pas du tout. Je suis pas du tout en train de dire ça. Mais c'est des films qui sont très intelligemment faits. Et c'est pas des films idiots en fait. C'est des films beaucoup moins idiots qu'on veut bien le croire, même si leur propos est idiot. Mais les gens qui les font sont pas idiots du tout. Alors ça dépend des gens qui les font aussi, mais ça dépend. Mais ça aussi, on va en parler. On va parler de Vin Diesel après. Ah oui, non mais Vin Diesel, il est pas derrière la caméra si tu veux. Oui. Il y a des gens idiots aussi qui jouent dans ces films-là, ça c'est sûr. Bah écoutez, autant se lancer tout de suite. Bah oui. Le premier film. Par lequel on va commencer ? Suspense ? Je pense qu'on va commencer par The Fast and the Furious. Voilà. Le titre, 2001. Le titre anglais The Fast and the Furious. Et très intéressant d'ailleurs parce que le titre anglais The Fast and the Furious a été adapté en Fast and Furious en France, qui va leur poser problème par la suite, on en reparlera après. Qui veut commencer papa peut-être Bah oui, The Fast and the Furious, film de Rob Cohen, réalisateur que tout le monde a oublié depuis, mais vraiment littéralement le mec il a fait 2 films, il a fait ça, il a fait Triple X et puis après au revoir, merci, bye bye. Voilà, et globalement c'est tout simplement Point Break qu'on déplace du milieu des surfeurs dans le milieu du tuning, et c'est exactement le même film avec Vin Diesel à la place de Patrick Swayze et donc Paul Walker dans le rôle de Keanu Reeves. Voilà, mais sinon c'est exactement le même film. Moi je vais défendre un peu Rob Cohen, il a fait Dragon, l'histoire de Bruce Lee et Daylight avant quand même. Bon, c'est pas des grands films, mais... fait Daylight, ouais. Mais Dragon c'était pas si mal. Ouais. C'était pas génial, mais bon. Je suis pas, ouais. Mais sinon oui, c'est sûr que c'est un
globalement un plagiat de Point Break en moins intéressant, avec des grosses bagnoles, dans un univers parallèle où tout un tas de nanas très peu vêtues sont super passionnées par des courses de tuning. C'est un motif récurrent de la série, c'est que souvent la caméra se met à hauteur de fesses féminines. À hauteur de fesses et puis en contre-plongée. En contre-plongée, ce qui est très très important. Et je pense honnêtement que ça sera... Le paroxysme sera atteint par le troisième film. Le troisième film, c'est genre vraiment... Tu pourrais faire un montage entier, ça durait 5 minutes, quoi. Oui, puis t'as pas un boudin dans tout l'univers Fast and Furious, quoi. Ah bah non, c'est que des nanas qui sont limite mannequins et qui sont toutes passionnées par ces gars qui sont super forts en dérapage avec leur super voiture avec des néons. Tu sais, ça me rappelle un peu la séquence du vidéoclub dans Last Action Hero, tu sais, quand ils sortent et puis que t'as que des bombes partout et que Schwarzenegger il se trouve ça tout à fait normal. Voilà, bah c'est un peu ça l'univers de Fast and Furious. C'est l'univers parallèle Fast and Furious, tout à fait. Et il faut le dire, c'est que c'est une licence qui commence avec 2 stars qui sont pas encore des stars, quoi. Paul Walker, c'est quand même un mec qui est pas... Il a pas une énorme aura. Bah, il est pas très connu, ouais. Et Vin Diesel non plus. Bah, Vin Diesel, il est en train de se construire sa carrière, parce qu'effectivement le type il s'était un peu fait remarquer dans Pitch Black, mais qui restait quand même un petit film à hauteur d'Hollywood, etc. C'était un second rôle à l'époque, quoi. Voilà, et il tournait dans des seconds rôles, des choses comme ça. Enfin, on le voit notamment dans Il faut sauver le soldat Ryan. Mais voilà, et du coup Vin Diesel il aspirait à devenir le Tom Cruise des années 2000, quoi. Ou le Stallone peut-être, enfin il visait quand même plus peut-être des rôles physiques, je sais pas. Enfin remarque, c'est vrai que Tom Cruise fait énormément de rôles physiques maintenant. Après, enfin tu vois, il a développé une carrière où il a beaucoup mis en avant son rôle de producteur, et puis après, enfin on va en parler, mais il est tombé dans beaucoup de caprices de star, etc. Enfin du coup, enfin voilà, c'était quoique Stallone aussi a eu ses moments de pétage de plomb. Ouais, Stallone aussi a tourné dans des mauvaises comédies. Voilà, donc du coup voilà, mais c'était le véhicule en tout cas qui voulait mettre, enfin c'était déjà présent dans sa tête. Pour lui, se propulser à Hollywood, c'était une des pistes, l'autre c'était Triple X. Et on retrouve déjà tous les clichés de la série, c'est-à-dire évidemment de la course, mais ça c'est un truc important qui va ensuite un petit peu disparaître. Il y a de la course et surtout des bracos. C'est quand même une série de bracos à la base, et ça aussi ça va complètement disparaître. Ouais, bah c'est ça, étant donné que c'est Point Break, Vin Diesel et sa team dans laquelle il y a déjà Michel Rodriguez dès le premier, eux c'est les méchants, et Paul Walker qui joue le flic, comme dans Point Break, va infiltrer leur bande et va serrer la sœur, va serrer la sœur, et son objectif c'est de les arrêter à la fin. Et effectivement, la sœur qui elle n'est pas dans le, enfin elle sait que son frère c'est pas un gentil, mais elle est pas aussi complice, même si on découvre par la suite qu'elle aussi est conduite comme une déesse. Enfin voilà quoi. Et vous savez comment il l'a séduit, Brian, enfin Paul Walker, et comment il séduit la sœur? Je me rappelle plus. Il parle de sandwich. Ah oui, c'est vrai. Il parle de sandwich au thon, ce qui est quand même le meilleur moyen pour pécho, quand même. Alors oui, il y a un truc qui... Si on m'avait dit ça sur Tinder, j'aurais peut-être plus de succès, je sais pas. Il y a un truc qui m'a toujours fait marrer dans les Fast and Furious, c'est que on parle souvent, enfin il y a l'expression de le American Muscle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop en bagnole, les American Muscle, ce sont les grosses bagnoles américaines, généralement autour des années 70-80, avec des moteurs surgonflés. Enfin c'est notamment un type d'American Muscle, c'est la bagnole que conduit Vin Diesel à la fin du premier Fast and Furious. C'est une Dodge Charger. Voilà, une Dodge Charger, voilà, il y en a d'autres, il y a des Mustangs, enfin voilà, c'est ce type de bagnole. Et la série Fast and Furious prend vraiment très à cœur cette expression American Muscle, parce que si tu regardes bien dans le premier Fast and Furious, les méchants, en fait les vrais méchants de l'histoire, ce sont des Japonais qui conduisent des Japonaises, et la justice est rendue par les conducteurs américains avec des voitures américaines. Tout à fait. Voilà, et ça c'est un truc que tu vas retrouver tout le long de la saga. Et il faut noter aussi un truc, c'est que The Fast and the Furious, donc le premier film, se prend très au sérieux. C'est un film très premier degré, dans lequel il n'y a pas beaucoup d'humour ou d'autoréflexion sur la débilité de ce qu'on est en train de te montrer, quoi. C'est vraiment un film très premier degré. Alors c'est très premier degré, et par moments il y a des petites scènes d'émotion étonnantes. I live my life a quarter mile at a time. Nothing else matters, not the mortgage, not the store, not my team and all their bullshit. For those 10 seconds or less, I'm free. Et il dit que rien d'autre ne compte, pas son emprunt, pas son magasin, parce qu'il a une espèce de magasin. Il a un magasin de jantes, non? De tuning, ouais. Pas son équipe et pas aucune connerie. Pendant 10 secondes de la course, ce qui compte, c'est qu'il est libre. Et tu vois, il y a vraiment une espèce de
je veux pas dire que c'est le Rocky de son époque, mais il essaye quand même. Le 1 essaye encore d'être pas trop stupide. Il essaye d'être pas être trop stupide. Il le reprend de Point Break encore une fois. C'est ça fait écho à Patrick Swayze quand il est sur sa vague à la fin, et que Keanu Reeves le laisse passer parce que justement c'est les seuls moments où il pourra réellement vivre. Voilà, c'est vraiment un écho encore une fois plus qu'assumé à Point Break. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on peut le classer. Et c'est un film qui n'est pas si mauvais que ça, même si, moi je trouve, même si effectivement, voilà, c'est un plagiat intégral de Point Break. Il a plein de défauts. Il y a tous ces plans fessiers et tout ça. Après, ça peut être des qualités pour certaines personnes. Les plans fessiers, les filtres aussi, voilà, les trucs un peu. Et le premier degré, en fait, je crois que je dirais que son plus gros défaut, c'est son premier degré. Mais globalement, c'est pas un film qui est atroce. Des films atroces, il y en a eu dans la série, on va en parler immédiatement après, je pense. Mais voilà, c'est pas forcément un film super mauvais, quoi. Ouais, je suis d'accord avec Quix, ça se laisse regarder. C'est moyen, c'est con. Voilà. C'est con, mais la séquence de fin, la poursuite de fin, je la trouve chouette. Et puis on en parlera après, mais un de mes moments préférés de toute la saga se trouve dans le premier épisode, figurez-vous. Balance, vas-y. Tout simplement, c'est le premier braco en fait, et c'est peut-être ça ce que va perdre aussi par la suite la saga, c'est le moment où t'as la Honda Civic qui arrive et qui se place sous le camion. Et ils font toute la poursuite à la même vitesse, coincés entre les deux essieux du camion, et que tu vois que c'est pas de la CGI. Et genre, à partir de ce moment-là, le film, pour moi, il m'avait convaincu, tu vois. J'ai fait, ah ok, ouais, d'accord, faut le faire. Et c'est bien je trouve le premier braco, et surtout, voilà, ce passage de la Civic qui se cale sous l'essieu du semi-remorque, je trouvais ça vachement bien. Et c'est un de mes moments préférés de toute la saga. Et on parlait d'empreinte du premier. Il y a un truc que je trouve assez important, et on va le souligner juste au tout début. C'est ce que j'appelle le NOS time. Tu sais, le NOS, c'est le nitro en fait qui balance. Ouais. Et ça, c'était une nouveauté à l'époque. C'était genre, tu voyais la caméra qui suivait le nitro à l'intérieur du moteur, ouais. Ouais, et ça, c'était assez nouveau à l'époque. Et pour moi, c'était vraiment ça qui faisait. C'est la grille laser de Resident Evil de Fast and Furious. Ouais. Sauf qu'au bout d'un moment, Vin Diesel, c'est un homme évidemment qui a toujours le doigt sur le turbo, donc ça sert à rien de le mettre. Et un dernier truc sur le premier The Fast and the Furious, il est coécrit par David Ayer, qui est ci-devant le réalisateur de Suicide Squad. Voilà, c'était pour l'anecdote. Voilà. Réalisateur schizophrène, on peut le dire. Ouais. Donc je pense il a fait des bons trucs et des trucs atroces. C'est un mec, je sais pas. On va pas avoir trop de mal à le classer. Il est numéro 1, je pense. Oui, et il est également dernier. Et voilà, ça arrive. Donc, écoutez, premier film The Fast and the Furious. Je voulais juste ajouter un truc. Il y a un truc qui me paraît important sur la thématique générale de tous les Fast and Furious. Et ça, on l'a dès le premier film. C'est la notion de famille. Et il le répète tout le temps. La famille is family, you know. C'est à mi-chemin entre Seth Rogen et Vin Diesel. Oui, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on enregistre des épisodes de Super Ciné dans le désordre. Et dans un, j'ai raconté, et ça c'est vrai, que la seule imitation que je maîtrise, c'est celle de Seth Rogen. Voilà. T'es un peu comme Didier Gustin, tu sais, tu connais une imitation, puis tu fais toutes les Chirac, personnes avec. Et tu fais tous les mecs en Chirac. Et donc oui, il y a la notion de famille qui revient tout le temps. Elle est centrale, hein. C'est vraiment le thème de toute la saga. À la fin, ça devient limite de la Tourette. C'est ça. Oui. Il y a un seul film où justement il parle pas du tout de famille, ce sera le 3 pour des raisons qui sont bien spécifiques dont on parlera. Ouais. Passons à un deuxième qui porte le nom débile de Too Fast, Too Furious. Mais écoute, moi je trouve pas si débile. Enfin, en tout cas, à l'échelle de Fast and Furious, ce nom finalement, moi je le trouve pas si débile que ça. Il y a une chose qui est pas débile, c'est que Ja Rule est remplacé par Tyrese Gibson. Et Ja Rule, tu te souviens de Ja Rule Non, toi oui, enfin moi je m'en souviens, oui. Qui était un rappeur à la mode de fin des années 90, début 2000. Il était partout, il faisait des featuring avec tout le monde. Et là, il a été remplacé par Tyrese Gibson, qui devient un peu le mec comique qui parle tout le temps. Mais alors, comment ça remplacer parce qu'il n'était pas dans le premier, son personnage ? Dans le rôle du hacker de l'équipe, quoi. Ah d'accord, c'est parce que toi, t'aurais bien vu Ja Rule, mais qu'en fait, les producteurs, ils se sont dit, on va mettre un autre gars, quoi. Ils ont rajouté ensuite Ludacris. Ludacris après, ouais. Mais c'est surtout John Singleton qui a rapporté Tyrese Gibson avec John Singleton, qui est donc le réalisateur de Too Fast and Too Furious. Too Fast, Too Furious, ouais. Je vais juste dire un truc, c'est que je déteste John Singleton, je déteste son œuvre, et du coup, je pense que ça a de l'influence sur le fait que c'est peut-être mon Fast and Furious que j'aime le moins. Ouais, John Singleton, il avait, je trouve qu'il avait fait semblant sur son premier film, Boys in the Hood, qui a quand même des trucs qui sont sauvables dedans.
Ah, mais en fait, si tu revois Boys in the Hood aujourd'hui... Je l'ai revu aujourd'hui. C'est un aujourd'hui non, je l'ai pas vu aujourd'hui, mais je l'ai vu pour dans se les préparer, 6 il a derniers regardé toute la filmo de tous les réalisateurs de tous les films. Non, mais Fast je and l'ai Furious. revu, pour le coup, je l'ai revu dans les 6 derniers mois et il a ses défauts, mais malgré tout, c'est pas un film qui est si raté que ça. C'est un film de son temps. C'est un film de son temps. Par contre, c'est vraiment l'accident dans une filmographie dédiée à la médiocrité, quoi. Parce que le reste, c'est abominable, quoi. Parlons du film. Alors déjà, le principal truc, c'est que c'est une suite un peu étrange, puisque le seul personnage qu'on retrouve, c'est Paul Walker. Donc c'est le seul à avoir fait la transition. Il y a plus de Michel Rodriguez, il y a plus de Vin Diesel. Vin Diesel a refusé. Voilà. Ouais, Vin Diesel a refusé parce qu'il s'est dit l'avenir est ailleurs. Il est parti faire d'autres choses de son côté. Voilà. Et donc l'histoire se situe immédiatement après en fait ce qui s'est passé dans le premier Fast and Furious. Et comme le Brian, donc qui est joué par Paul Walker, est un petit peu a fait un petit peu n'importe quoi dans le premier, il se retrouve en délicatesse avec la justice, donc il est un peu obligé de s'enfuir dans le 2. Et puis finalement, ça va devenir le truc récurrent d'ailleurs. Ah mais c'est ça. Il fuit la justice, ensuite il cut a deal avec le FBI, la CIA ou whatever. C'est ça le truc, c'est qu'à chaque fois ils sont rattrapés par la justice, ils font un accord et ils sont obligés de faire un dernier larcin. Pour le compte de l'État, ils sont repoursuivis, enfin c'est à chaque fois une espèce. À chaque fois, j'oublie quel est le statu quo à la fin de l'épisode. Ouais, dans les derniers films, ça deviendra quasiment un running gag parce que les mecs font des trucs épouvantables et sont blanchis intégralement, tu sais pas comment. Enfin, vous avez détruit un pont. Mais non, mais dans le 8, c'est particulièrement spectaculaire. On en parlera à la fin de l'épisode. Mais exactement, il y a toujours un espèce de statu quo bizarre. Et là, dans celui-là, Brian est donc recherché par la justice et donc finalement se fait choper par le FBI qui, comme tu as dit, cut a deal avec lui. Et lui, il est recherché parce qu'il a laissé Dominique. Il a laissé Vin Diesel s'enfuir, c'est ça. Ouais. Donc il est recherché pour complicité au final. Et donc là il va embrigader donc son pote qui est donc joué par Tyrese Gibson. Et le nom du personnage m'échappe en plus, donc voilà. C'est Rome. Ah, c'est Roman, c'est ça. C'est Roman, ouais. Et il y a à noter Ludacris, première apparition de Ludacris dans la série, et il y a rien qui laisse supposer qu'il va avoir un rôle plus important par la suite. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est marrant parce qu'effectivement, Ludacris apparaît et c'est juste le pote qui a un garage et qui répare fume de la bœuf. Et qui fume de la bœuf. Il fait que ça. Afro. Et il sert juste de béquille pour réparer les bagnoles, mais il n'a aucun rôle dans le truc. Et effectivement, ça devient un personnage récurrent et peut-être un des personnages les plus attachants de toute la saga Fast and Furious. C'est ça qui est très étrange, quoi. Même si j'avoue que moi, le personnage de Roman m'énerve dans le Fast and Furious 2, mais je l'aime bien dans le suivant parce qu'ensuite ça devient le comic relief où tout le monde se fout de sa gueule et finalement je l'aime bien. En fait, ce qui va se passer avec le personnage de Tyrese Gibson, c'est qu'il va devenir ce personnage qui fait le méta-commentaire des films. C'est-à-dire, plus les cascades vont devenir ouf, absurde, et ouais. il sera là en train de faire « c'est pas possible, ça devient trop, c'est n'importe quoi », et voilà, c'est devenu le personnage... Et c'est le personnage qui hurle sans arrêt aussi. Ouais. Roman Pierce est un personnage qui passe son temps à gueuler. C'est assez incroyable, quoi. Et il tente les vannes à froid, genre les vannes qui font pas rire et tout le monde se regarde. Ça, c'est aussi son truc. Oui, c'est un peu le Quicks de Fast and Furious. Dans les autres fallait que je me dépêche, ça allait tomber sur moi, donc. Dans les autres acteurs, on peut quand même souligner qu'il y a Eva Mendes. Tout à fait, Eva Mendes. Et Devon Aoki. Elle est pas au top de son game. Et Devon Aoki, je pense que j'ai même pas envie d'en parler. Ouais, Devon Aoki, oui. Elle jouait dans tous ces films un peu. Tu sens que en fait le projet était pourri dès le début, puisqu'en fait on lui a dit, écoute, pour le même budget, enfin pour moins cher, tu nous fais le même film. Et c'est ça le deal avec John Singleton. La surprise, c'est que ça a cartonné. Ça a fait 230 millions de box-office, quoi. Ça a cartonné, mais ça a moins cartonné que le premier déjà. Hein, ouais. Ça a quand même moins cartonné que le premier, mais ils sont rentrés dans leur frais, effectivement. Écoutez, on va le juger tout de suite, parce qu'on n'a rien d'autre à dire, à part qu'on n'aime pas ce film, n'est-ce pas ? Ouais, c'est pas très compliqué, il va derrière le premier, il n'y a pas de... c'est un film... Non, mais surtout, les poursuites, elles ont... Enfin, voilà, le film est toujours aussi con, les poursuites sont nulles, et c'est le toujours méchant, très premier il est degré, tout bidon. Ouais, c'est toujours très premier malgré degré, l'humour apporté parce que le personnage de Tyrese Gibson est déjà assez pas pince sans rire, mais essaye déjà de faire des vannes parce qu'il est flambeur, qui se la raconte devant des espèces de mecs qui te le descendraient en 2 secondes pour manque de respect.
Mais voilà, ça reste premier degré, c'est pas un film qui est drôle. Donc, ça reste premier degré, puis surtout il reprend une partie du rôle de Vin Diesel, c'est-à-dire ce côté un peu fragile, un peu fêlé, et puis finalement on est potes quand même. Enfin tu vois, t'as ce côté, ils savent pas trop quoi en faire à ce moment-là de ce personnage-là aussi. Puis le film apporte pas grand-chose non plus. À la fin, le status quo, c'est genre ah bah c'est bon, maintenant vous avez aidé le FBI, vous êtes gentil, on vous laisse. Ouais, super quoi. Enfin c'est. En fait, ça c'est une caractéristique, et j'en reviendrai dessus dans les films suivants, c'est qu'ils sont toujours blanchis intégralement, mais de manière complètement ahurissante. Et on va le voir avec un personnage supplémentaire qui va arriver. Mais autant ça passe. Le personnage magique. Ah oui, non, mais alors celui-là, je vois duquel tu parles et je suis entièrement d'accord. Et autant ça passe dans les derniers parce que les derniers se prennent pas au sérieux, autant dans les premiers qui se prennent au sérieux, tu disais non, mais les gars, arrêtez là, c'est juste pas possible. Donc, oui, on le met dernier. Hein. Y a pas de... on le met dernier, voilà. Troisième film. The Fast and the Furious, Tokyo Drift. Et en général, quand tu rajoutes Tokyo quelque chose à la fin d'un film, c'est que ça va mal se passer. Déjà, c'est une suite qui est encore plus bizarre que le Too Fast and Too Furious parce que il y a personne qui a rempilé. Il y a même pas Paul Walker. Paul Walker n'est plus là, Vin Diesel n'est plus là. Voilà, les réalisateurs, plus personne n'est là. Enfin, genre voilà, ils passent complètement à autre chose. Ils font table rase, ils récupèrent le titre et c'est tout. Enfin, le film pourrait très bien n'avoir aucun rapport. Et c'est le même deal au réalisateur. Avec moins d'argent, fais-nous un film qui apporte plus. Alors c'est celui qui a failli se gaufrer parce qu'il a rapporté encore moins. Et le réalisateur qu'ils ont trouvé, c'est Justin Lin. Ouais. Et alors Justin Lin était une petite sensation aux États-Unis puisque en fait il a fait un ou deux films indés qui ont vachement bien marché. Et comme d'habitude avec les grosses machines d'Hollywood, dès qu'ils sentent un peu de talent, il le happe dans la machine. C'est un mec de Taïwan, faut le préciser, c'est qu'il n'est pas américain. Et qui vont le briser en général. En fait, c'est ça. Toi, t'as du talent, fais-nous de la soupe. En fait, c'était ça le deal, quoi. Et Justin Lin résiste à la machine et il leur fait Tokyo Drift, donc qui n'est clairement pas le meilleur épisode, ça on est d'accord. C'est une suite qui se passe genre 20 ans après, enfin peut-être pas 20 ans après, mais qui se passe longtemps après le deuxième en tout cas. Juste pour revenir sur ce que disait papa, il y a une toute petite apparition de Vin Diesel à la fin. Oui, c'est ça. Il fait un caméo à la fin. Il y a un caméo à la fin histoire de lier le film à l'univers Fast and Furious, parce que sinon ce film pourrait être complètement, mais genre un spin-off dans un autre univers, quoi. Ça ne pourrait n'avoir rien à voir. Il passe à la fin pour le décès de ce qui est pour moi le meilleur personnage de toute la saga. Voilà, on peut en parler. Hein. Donc, ce film introduit le personnage de Han, qui est joué par Sung Kang, qui est donc un acteur. Alors il joue un Coréen et je crois qu'il est coréen aussi. Il est né aux États-Unis, mais alors après je crois qu'il est d'origine coréenne. D'origine coréenne, voilà. Et donc dans le film, il joue un Coréen. Et c'est un ami de Justin Lin, donc. C'est ça, c'est un ami de Justin Lin qu'il avait déjà fait tourner avec lui. Et il joue un Coréen qui habite donc à Tokyo et qui introduit donc le nouveau héros, parce qu'il faut qu'on en parle de ce nouveau héros qui est épouvantable. Sean Boswell, alias Lucas Black, qui ne rejouera jamais sinon un caméo. Oui, c'est ça. Et mais si tu veux, ouais. Et alors moi je le connaissais pas. Il paraît qu'il est dans Légion. Ah non, mais c'est pas dans la série Légion, c'est dans un film Légion de 2010. Oui, donc, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et un film dans lequel il y a aussi Tyrese Gibson, comme quoi, tu vois, c'est peut-être un univers étendu. Il fait un soldat dans Transformers 4. Il y a rien d'autre marqué dans IMDb, tu vois. Il a fait un soldat dans Transformers 4. Vous savez à qui me fait penser Lucas Black là dans son rôle? Il me fait penser au mec qui se dit putain. Les mecs, j'ai reçu la lettre, on me veut pour ce rôle. Je pense que ça va être le rôle de ma vie. Après, je pense que c'est ce qu'il dit. Hein. Je vais faire des conventions, je vais jamais arrêter de tourner, j'aurai ma villa. Franchement, je pense que jouer le fils de Chewbacca, je pense que c'est le rôle de ma vie. Non, c'est ça. Le mec, il fait vraiment le pis-aller, on n'a plus personne, on te prend toi, quoi. Enfin, il s'est pas rendu compte que c'était un piège. Pour moi, le mec, il pense qu'il va jouer avec Lucas et en fait... Finalement, il fait notre mascotte. Il fait Lumpy, notre mascotte de Super Ciné Battle. Et un truc qu'il faut dire au sujet de Lucas Black, c'est que il vient d'Alabama et il a un accent à couper au couteau quand il parle. C'est hyper chaud. Et si vous avez le malheur de le voir en VO non sous-titré, accrochez-vous parce que attention, c'est hardcore. Le film se prend une fois de plus au premier degré alors qu'il est d'une débilité absolue. La scène d'intro, moi, elle me révolte parce que c'est le plus bête de tous les films. C'est le plus con de tout, c'est-à-dire que la scène d'intro, ça se passe dans un lycée. Donc il y a Lucas Black qui a l'air d'avoir déjà 35 berges, tu sais pas ce qu'il fout là. Ouais. En fait, il se fait draguer par une nana.
et en fait la nana elle est maquée avec le capitaine de l'équipe de football, et littéralement la nana je fais j'offre ma chatte à celui qui gagne la course. Voilà. C'est littéralement ça. Et les mecs ils font la course, évidemment ça se passe mal, il y a des accidents, et lui il est envoyé à Tokyo pour avec son père en fait, son père qui est en détachement dans une base américaine. Putain, c'est la punition quoi. Tu vas à Tokyo, mon fils. Rien que ce postulat, cette première scène, et tout est normal, c'est-à-dire que tout le monde trouve ça normal, que la fille elle est ok, enfin tu sais c'est vraiment on pousse à fond les potards de la connerie, et le reste va pas démentir, c'est-à-dire que ça va continuer les concours de bits interposés par bagnole. Ça continue parce que arrivé à Tokyo, il arrive dans le seul lycée de Tokyo international où tout le monde parle anglais et où comme par hasard tout le monde adore faire des courses de bagnole. Enfin c'est Alors la seule originalité c'est le drift en fait, qui est une discipline automobile qui était très en vogue au Japon, parce que c'était la période aussi de Initial D, donc le manga, la série. Alors je sais plus s'il y avait déjà les films qui avaient commencé les films live, mais c'était tout a commencé. Mais c'était dans ces eaux-là. Il y avait les OAV en tout cas, il y avait les films animés aussi. Donc c'était vraiment un gros carton, un gros carton. Donc du coup les mecs ils se sont dit tiens il y a un truc à faire, et surtout c'est une discipline qui est pas forcément très connue en Occident. Enfin il y a un truc à jouer. C'est peut-être le seul truc qui est intéressant, parce que finalement c'est centré sur une forme de course, et une forme de course bien particulière, vu que c'est pas du pilotage de vitesse, c'est du pilotage de précision, tout est dans le virage, etc. Enfin voilà, c'est le seul truc qui sauve, enfin pas qui sauve, mais en tout cas qui mérite un peu de considération. Alors, écoutez, puisqu'on est dans la délibération, moi je mets quand même Tokyo Drift au-dessus de Too Fast Furious. Alors moi non, mais je voulais préciser un truc sur le drift, là où papa a raison, c'est qu'il y a une approche shonen au film, parce que quand il commence, le héros, il est fort à la conduite, mais il est nul à chier en drift, et tu le vois donc s'entraîner, apprendre, avec Han qui l'entraîne, donc qui est son... En lui donnant sa bagnole d'ailleurs. Qui est son Kame Sennin, voilà, il lui donne sa bagnole, il lui dit voilà, tu vas apprendre à drifter comme un dieu, et à côté shonen, au final il devient plus fort que les locaux, que les japonais, et c'est donc l'américain qui gagne à la fin, super génial. Moi je suis pas d'accord avec un moteur de japonaise quand même. Oui. Avec un moteur. Tu sais, il y a la petite subtilité, c'est-à-dire qu'il gagne une bagnole américaine, mais ils ont quand même mis un moteur Nissan à l'intérieur. Voilà. Parce que on est au pays du soleil levant et des yeux bridés, donc il faut quand même respecter un tout petit peu les traditions. Il faut quand même être un tout petit peu gentil pour pas se faire étriper à la sortie. Moi, je le trouve encore pire que Fast and Furious 2 en fait, parce que je le préfère. Et en plus, il y a un caméo de Sonichiba dedans. C'est vrai. Oui, Sonichiba qui fait le baron Yakuza, parrain, c'est ça. Ouais, voilà, le baron de la mafia. Sonichiba, qui est un de nos acteurs préférés dans Super Ciné Battle, puisqu'il a joué Street Fighter, qui s'appelle en français. C'était Autant n'emporte mon Nunchaku. Voilà, Autant on emporte Nunchaku. Autant n'emporte mon Nunchaku, qui est quand même un des meilleurs titres de toute l'histoire de l'exploitation du cinéma. Donc voilà, il y a Sonichiba dedans, donc voilà, je peux pas mettre ce film en dernier. Alors que Too Fast Too Furious, il y a rien que j'aime dedans. Alors ça va être à moi de délibérer, vu que vous n'êtes pas d'accord. Et pour une fois, je vais pencher du côté de Daniel. Victoire. Non mais alors ça joue pas à grand chose, mais déjà je trouve que dans Tokyo Drift, comme dit, la première séquence de drift dans le parking, où justement ils connent toutes les bagnoles, et puis tu vois l'autre qui passe au millimètre, etc. Je la trouve sympa. Ouais, le côté shonen peut-être. C'est vrai que j'avoue, le côté shonen apporte quelque chose, alors que dans les autres, les mecs sont des dieux de la conduite, quoi qu'il arrive, quoi, dès le début. Ouais. Alors que Too Fast and Too Furious, les courses sont toutes dégueulasses. Enfin, il y a vraiment rien. Enfin voilà. Il y a une de mes scènes préférées, c'est celle où Anne arrive avec le nouveau héros. Donc c'est pour moi vraiment le point faible du film, c'est que le héros qui est tout pourri. Putain, et Anne, plus que tout pourri quoi. Et Anne lui donne de la bonne philosophie asiatique à méditer dans son petit crâne d'américain. Je trouve que cette scène est géniale, quoi. Moi, j'avoue, l'acteur est vraiment bon, quoi. Ah, mais l'acteur est génial. Anne, c'est un de mes persos préférés de toute la saga. C'est mon perso préféré de la saga. Moi, je comprends pas pourquoi il le prend sous son aile, en fait. Qu'est-ce qui le pousse à prendre cette espèce de petit merdeux, crâneur, dégueulasse, détestable? Je sais, moi. Le scénario, c'est écrit dans le script. Sinon, il est pas payé. Voilà. T'as la réponse. C'est le film où il y a le moins l'idée de la famille. Bah, il n'y a pas du tout l'idée de la famille au final. Pas du tout. C'est pas du tout abordé, ça n'existe pas. Et le mec, enfin, honnêtement, globalement, l'objectif du héros, c'est de se serrer une meuf à la fin, quoi. Enfin, c'est quasiment le seul intérêt du film, quoi. C'est le seul truc, c'est-à-dire qu'il commence par ça, pour une histoire de meuf, et il finit son objectif, il fait tout ça pour serrer une meuf. Enfin, genre, c'est vraiment l'argumentaire le plus débile que tu puisses trouver pour ce genre de film, quoi. C'est vraiment d'une connerie sans borne, quoi. Bon, bah écoutez, vous le mettez au-dessus du 2 si vous voulez, allez. 1, 3, 2. Ce qui va nous permettre d'engager la conversation sur Fast and Furious, donc Fast and Furious 4 chez nous. Fast and Furious 4, le 4e film de la saga. Donc, toujours resté par Justin Lin. Justin Lin qui
a fait d'abord, il faut juste préciser, le troisième a fait moins de recettes, mais par contre a cartonné à l'étranger. En fait, Et le du troisième, coup, ça va être la tendance de ces films. voilà. Le troisième, en ce qu'ils appellent le domestic gross, donc les sous rapportés sur le territoire américain, il a rapporté moins d'argent que le budget du premier Fast and Furious. Donc autant dire que c'était une vraie grosse casserole, une vraie grosse tôle qui se sont pris. Mais par contre, il a mieux marché à l'international. Donc du coup, voilà, les mecs, ils vont essayer de développer le truc un peu différemment. Et là, le coup de génie de Vas-y. Là, c'est aussi l'époque où les studios américains ont commencé à regarder les scores à l'international, parce qu'il fut une époque où ils se focalisaient sur le domestique gross, et où tout à fait, peu importe le résultat à l'international, ils s'en battaient la race. Mais ils ont fini par se rendre compte que bah non, avec le marché chinois, ça commençait à devenir important, et que finalement l'international c'était pas si idiot. Et c'est ce qui a sauvé la mise de Justin Lin, qui finalement il a réalisé 4 films de la série. Justin Lin, quand même, c'est lui le plus grand réalisateur de la série. Alors c'est ça le coup de poker, le coup de génie presque de Justin Lin, c'est d'avoir dit au studio, les mecs, en fait, ce qu'il faut, c'est plus d'argent. Donnez-moi plus d'argent, faites-moi confiance et reprenez-moi les acteurs et je vous fais un truc qui défonce. Et donc le 4e film, il récupère Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez. Et même Jordana Brewster, ils sont tous de retour. C'est ça. Il y avait l'analogie que tu disais, c'est un peu les Cleveland Cavaliers en 2016. Ils récupèrent LeBron James et ils vont partir gagner le championnat, quoi. Mais c'est exactement ça. Et en fait, le fait que le film s'appelle juste Fast and Furious, c'est symptomatique. C'est quasiment un reboot de la série. Tout à fait. C'est le Breath of the Wild de. C'est ça s'inscrit toujours dans la continuité. Alors ça zappe plus ou moins le 3. Ensuite le 3 il sera retcon comme entre le 6 et le 7 si je ne me trompe pas au niveau. C'est ça exactement. Le 3 se déroule à la fin du 6. Il se déroule pas en parallèle même carrément. Non, il se déroule entre le générique de fin et l'épilogue. Voilà. Alors il y a un truc qu'il faut expliquer, c'est qu'au bout d'un moment, donc, on se repère une chose dans ces films, c'est la mortalité de tel ou tel perso. Voilà. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, la mortalité, ils s'en foutent puisque ils vont ramener des morts. Alors justement, voilà, on va parler de tout ça. Mais donc voilà, donc ce Fast and Furious, c'est un reboot. Et globalement, c'était un coup de poker de Justin Lin, comme tu l'as dit, parce que pour celui-là, il a eu le même budget que pour le 3, mais il a dit laissez-moi faire un peu ce que je veux. Et je pense qu'il a demandé plus de liberté, et surtout il a dit laissez-moi au moins essayer de rappeler les précédents acteurs, et on va rebooter ça. Et je veux faire plus de trucs, moins de CGI, plus de la tendance entre guillemets Mad Max, quoi. Et ça a marché parce que le film a rapporté 5 fois ce qu'il a coûté, donc c'était quand même une belle réussite. Et le film revient aux sources, donc il reprend les personnages de Brian, le personnage de Dominique, il reprend tout le monde, et l'histoire est pas forcément la plus intéressante, et c'est pas non plus le film. Celui-là se prend encore un tout petit peu au sérieux, mais tu sens que il est encore un peu. L'histoire, c'est qu'en fait, ils reviennent parce que le personnage de Michelle Rodriguez meurt en fait. Voilà. Et donc du coup Dominic Toretto, donc Vin Diesel revient, il est vénère et il essaie de découvrir ce qui se passe, et en même temps on a le personnage de Paul Walker. Qui est sur une affaire qui est en fait de trafiquant de drogue, qui est liée au meurtre donc de Michelle Rodriguez, et du coup les deux vont se croiser et parce qu'en fait, se rencontrer à nouveau. Alors Michelle Rodriguez qui meurt presque off panel. Oui, elle meurt quasiment off screen. En fait, Michelle Rodriguez, on t'explique que son personnage travaillait avec Brian, qu'ils essayaient de choper un baron de la drogue, et que elle se fait buter et que ça s'est mal passé. Alors qu'elle était en couverture. Et donc Dominique, quand il apprend ça, il est un peu colère, il est pas très content après Brian. Oui, il met des gens par les fenêtres. On note que Han apparaît, donc notre ami coréen apparaît dans le film, donc c'est comme ça que tu comprends que le film se déroule avant le 3. Donc comme vous le disiez, c'est sur la mortalité qu'on le comprend, vu que Han meurt à la fin du 3. Oui, parce que comme il meurt dans le 3, voilà. Donc là, il est de retour, et c'est l'introduction du personnage de Gal Gadot. Moi j'aimerais qu'on parle un petit peu de son personnage. Qui se fait friendzoner par Vin Diesel, en fait. C'est littéralement ça. Extraordinaire. Elle essaye de chauffer Vin Diesel, mais comme une maboule. Et oui, elle se fait friendzoner, mais de qualité. Et en fait, j'ai beaucoup. Family, you know. Ouais. Non, mais il la regarde, il lui décrit la famille idéale, et puis à la fin, il lui lance un truc genre, oui, mais c'est pas toi, tu vois, genre. Mais j'ai beaucoup de sympathie pour son personnage, parce que elle botte des culs, et on le verra beaucoup plus dans les films suivants d'ailleurs, parce qu'elle revient, et ça, c'est ce qui m'a fait vachement plaisir, parce que je trouvais qu'elle était un petit peu sous-exploitée dans celui-là. Mais voilà, il y a l'introduction du perso de Gal Gadot, donc qui s'appelle Gisèle, mine de rien. Est très intéressant. Voilà, c'est un prénom mais c'est un prénom qui finalement lui va pas si mal, je trouve, ce personnage. Et que dire de plus ?
finalement, c'est le film reboot sur lequel il raconte pas grand-chose au final. Ce film, ça parle juste d'un baron de la drogue. Bon voilà, il le poursuit, on ils va font lui des péter courses la de gueule, et voiture, puis pam voilà. pam boum boum, et ça reste premier degré encore un peu. Mais c'est le reboot et c'est ce qui va donner suite. Enfin, c'est ce qui ensuite va donner naissance. Le mérite de ce film, c'est d'avoir réuni tous les gens qui étaient là en premier lieu, quoi. C'est ça. C'est vraiment la réunion familiale, quoi. Oui, c'est le film réunion, c'est ça. Ouais, ils ont compris que finalement Fast and Furious, ce qui faisait vendre, c'était pas vraiment le nom. C'est que si tu mettais Fast and Furious sans Vin Diesel à ce moment-là, ça avait pas beaucoup d'intérêt pour les gens. Donc du coup, ils l'ont fait revenir, quoi. Je sais pas si c'est à partir de ce film-là ou d'un autre que Vin Diesel a commencé à me taper un peu sur les nerfs. C'est-à-dire, je m'en fous. Au bout d'un moment, je le vois et j'accepte Vin Diesel. Mais le truc, c'est que d'abord, il est mono-expressif et ça, c'est pas très intéressant. C'est son personnage. Mais surtout, il n'a plus d'arc narratif. En fait, ses arcs narratifs sont pas très intéressants. Et entre le premier film et le dernier dont on va parler, il y a très très peu d'évolution dans son personnage. J'entends, il arrive des trucs autour, la famille, tout ça. Il arrive des trucs, il réagit, il vient, il est vénère, il pète des culs, il repart. Mais lui, il m'intéressera beaucoup moins qu'un personnage qu'on va voir dans le 5e. Qu'on va voir dans le 5, ouais. Mais je pense Pour surtout moi, que... Vas-y. Oui, vas-y. Non, vas-y. En fait, je pense que surtout Vin Diesel se rend compte avec ce film-là que c'est presque son nom qui fait vendre la saga et donc du coup il va choper un melon intersidéral. En fait, ouais, c'est la convergence de plusieurs choses, ce film-là, en termes de carrière pour Vin Diesel, parce que Vin Diesel, à ce moment-là, il sortait de Babylon AD de Mathieu Kassovitz. Il est un peu au creux de la vague, ouais. Voilà, il est littéralement au creux de la vague. Donc Babylon AD, je vous conseille de voir, même s'il est très difficilement trouvable, le documentaire qui a été produit. Ah non, il est sur YouTube. Il est sur YouTube, parce qu'à un moment donné, il avait été retiré. Il avait été retiré de YouTube. Un truc qui s'appelle Fucking Kassovitz. Fucking Kassovitz. Donc, si vous avez l'occasion de voir Fucking Kassovitz, qui est genre 10 fois mieux que Babylon ID, ça explique beaucoup de choses. Enfin bref, et effectivement, Vin Diesel, il était au creux de la vague, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte, Triple X, c'est fait, ça n'a pas marché comme il voulait. Ils ont fait un 2, il était pas là. Les chroniques de Riddick, c'est pareil, ça allait pas aussi, enfin ça se vendait pas aussi bien que ce qu'ils voulaient. Babylon ID, c'était un four. En plus, le tournage c'était une horreur. Enfin voilà. Du coup, Fast and Furious se vendait grâce à Vin Diesel, mais aussi Vin Diesel ne se vendait pas sans Fast and Furious. C'est là où il s'est rendu compte que vraiment ce qu'il faisait, c'est ce qui allait faire sa carrière, et on va le voir par la suite, c'est vraiment la synergie des deux. La synergie des deux, Fast and Furious plus Vin Diesel, parce que Vin Diesel finalement il aura du mal vraiment à se décoller de la saga. Oui, c'est une alliance divine et les films marchent grâce à lui et lui il fonctionne grâce à ce film-là. Je pense que c'est un film complètement oubliable à part son importance dans la saga, quoi. En fait, moi, le seul truc que j'ai bien aimé, c'est comment est-ce qu'il se débarrasse du mec qui a tué Michel Rodriguez. Vous vous souvenez ou pas? Oui. Tu te rappelles comment est-ce qu'il fait Benjamin? Alors attends, si je me confonds pas, c'est le grand balafré avec son débardeur là. C'est ça, et les mecs ils veulent faire une course avec lui et en fait ils font débarquer le FBI. Alors attends, alors je confonds complètement. Non, en fait en gros, tu sais, tout le truc c'est on passe sous la frontière, c'est Sicario avec des bagnoles. On passe sous la frontière et puis après on déboule de l'autre côté, et en fait ce type là il va littéralement l'empaler entre sa Dodge Charger et une bagnole sur le truc, c'est-à-dire qu'il lui fonce dedans et il l'écrase. C'est celui-là où il passe sous un tunnel super long. Oui, c'est celui-là, ouais. Ah oui, d'accord, oui, c'est celui-là. Oui, formidable. Et il finit par l'empaler sur une portière de bagnole avec sa Dodge Charger, et ce passage-là, je l'aime beaucoup. Voilà, mais effectivement, c'est peut-être le seul truc que je sauverais d'un point de vue sensation du film, quoi. Et on parlait de status quo tout à l'heure, et à la fin de ce film, en fait, on se retrouve dans la même situation qu'à la fin du 1. Parce que t'as Dominique Toretto qui se rend à la justice et il y a Brian et les autres qui vont le faire évader. Donc ils se retrouvent poursuivre la justice. C'est exactement la même fin que le 1. Donc je sais pas où vous le mettez. Moi je le mets quand même au-dessus du 2 et du 3. Hein, mais... moi aussi, ouais. Je le mets au-dessus du 2 et du 3, mais sans passion. Ouais, pareil. Voilà, ouais. mais voilà, sous le premier, mais au-dessus du 2 et du 3. Comme tu dis, ce film est important vis-à-vis de la suite de la série en fait, parce que c'est le reboot, c'est ça, c'est le pivot. C'est le film dont ils avaient besoin pour remettre la machine sur les rails, quoi. On va beaucoup plus s'amuser en parlant de Fast Five. Fast Five, donc le 5e Fast and Furious. Et là, ils ont eu le budget, ils ont eu tout, ils ont eu les stars, ils ont eu Dwayne Johnson. Voilà, l'idée de génie. Ils se sont dit, maintenant on peut faire rentrer d'autres stars. C'est ça l'idée. C'est si tu nous donnes plus d'argent, on va faire rentrer de nouvelles stars. Et ils font rentrer The Rock. Voilà, Dwayne fucking Johnson, le sourcil le plus puissant de l'Amérique, qui vient en renfort. Qui devient l'antagonisme. Oui, parce qu'il essaie de les arrêter, puisque comme on vient de le dire, ils sont maintenant recherchés à la fin du 4.
Voilà, exactement. Exactement, c'est ça. C'est qu'en À fait, chaque lui, fois. pour ceux qui ont vu The Shield, Vin Diesel, c'est un peu Vic Mackey, et lui, c'est un peu Claudette Wims, C'est ça. Dwayne Johnson. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il va dédier toute son énergie et sa grosse musculature à les retrouver. Et du coup, et c'est ça aussi la grande idée, c'est que du coup, t'as l'opposition entre le Vin Diesel et Dwayne Johnson. C'est genre c'est un peu le fantasme de ces années-là en termes de testostérone, quoi. Et il est assisté dans son enquête par une policière locale parce que Oui, donc ils sont au Brésil. notre bande de braqueurs sont planqués au Brésil et Dwayne Johnson est assisté par une policière locale fraîchement veuve qui est interprétée par Elsa Pataky Elsa Pataky, tout à fait. avec laquelle le petit Vin Diesel va avoir une petite se consoler. romance et oui il va se Il consoler. va se consoler. Puisque Voilà. à ce moment-là, il pense que le personnage de Letty, Michel Rodriguez, est mort et pas complètement en fait. Spoiler. Chut, oh, spoiler. Par contre, ce qu'on peut ne pas spoiler, c'est qu'Elsa Pataky joue à peu près aussi mal que Vin Diesel. Oui, c'est le couple parfait. Et moi j'ai dit qu'elle joue C'est comme le une couple Elsa parfait. Patati. Et il y a un truc qui est rigolo, c'est que genre j'ai regardé la bio sur Wikipédia de Elsa Pataky et en version US, il n'y a pas marqué le fait que c'était la meuf de Michael Youn. Il y a marqué juste Adrian Brody, Chris Hemsworth, mais pas Michael Youn, je comprends pas pourquoi. Et alors tu sais quoi, quand j'avais vu Fast Five, je me suis dit j'ai déjà entendu son nom et j'étais allé voir sa fiche Wikipédia et j'avais pas vu Michael Youn et maintenant que tu le rappelles, bah oui voilà, et j'avais des doutes et il me semblait bien qu'elle avait été avec Michael Youn, donc très bien. Merci Daniel. Les potins, tu es le champion. On peut toujours compter sur lui, ouais. Mais bon, depuis c'est la femme de Chris Hemsworth, donc Thor, faut le rappeler. Et elle a une relation avec l'acteur Olivier Martinez. Avec quelle actrice est-ce qu'Olivier Martinez n'a pas une relation? Ce type est extraordinaire. Mais sans déconner quoi. Bref. Bon allez, jaloux. Déjà, on sentait déjà ça dans le 4, mais là, ils sont allés encore plus loin dans la conscience qu'ils sont dans un film. On a l'impression que c'est des marionnettes presque. C'est Oui, ça. c'est ça. Ouais, ils ont compris que ce qu'il faut, c'est lâcher la bride et y aller à fond. Et le film se prend plus du tout au premier degré en fait. Là, ils ont compris, ils se sont dit non, mais en fait, ce qui marche, c'est de faire nawak. C'est que nos C'est de persos faire nawak, des punchlines, des scènes d'action. et nos persos, c'est des surhommes aussi. C'est le premier film où je pense qu'il ressemble à des super-héros. Exactement, Alors, ouais. à des super-héros. Alors, j'ai du mal à dire que Vin Diesel est un super-héros parce qu'il faut le rappeler, dans le premier, c'était un méchant. C'était le méchant en fait. Ouais. Mais oui, mais c'est un méchant à bon fond. Ça aussi, c'est un truc. Tu sais, c'est comme la formule Netflix avec Daredevil. C'est qu'ils croisent des méchants, puis au final, c'est pas tant des méchants que ça, puis finalement, ça devient des alliés. C'est exactement le même principe. C'est ça, c'est qu'il y a des méchants plus méchants qu'eux, donc au final, eux, ça devient des presque gentils. Mais comme tu dis, ils avaient déjà une chance folle à survivre à des accidents de voiture phénoménaux dans les précédents, mais là maintenant, voilà, c'est assumé, c'est des surhommes, il y a rien qui peut les toucher, il y a rien qui peut les tuer. Mais c'est démultiplié dans le 8. C'est dans celui-là que attends, je commence à les confondre. Est-ce que c'était dans celui-là qu'ils jettent en haut d'une montagne ou c'était dans le 7? Non, c'est pas dans celui-là. C'est pas dans celui-là. C'est dans non. le 7. C'est dans le 7 alors. Celui-là, c'est il rattrape le train avec sa voiture. la voiture qui plonge dans le vide. Évidemment, T'as le bravo évidemment. avec le fond au début. Ils font sortir les voitures du train, ensuite ils tombent dans un ravin. Et puis honnêtement, il faut parler. Alors, est-ce que c'est le moment où on parle de nos scènes préférées? Parce que papa a parlé de sa scène préférée tout à l'heure. Ah bah oui, bah si on tombe dessus, oui, vas-y. Bon bah voilà, bah écoute, ma scène préférée, c'est la scène finale de poursuite. Bah oui, bien sûr. Où donc, alors l'histoire de Fast Five, c'est que c'est un braco, mine de rien. Ouais. Il faut le dire, c'est qu'à un moment ils se En rendent fait, compte. c'est Ocean's 11, c'est vraiment Ocean's 11 C'est exactement avec ça. du tuning et des bagnoles. Exactement. Voilà, figurez-vous ça, c'est exactement ça. Puisque Le cas c'est impossible. l'histoire, c'est qu'il y a une sorte de alors c'est un baron de la pègre local qui les a pris en grippe parce que les mecs ont chouré ses bagnoles. Et leur objectif, c'est de voler l'argent du gars. Sauf que l'argent du gars, il est dans un coffre-fort, dans un commissariat de police. Voilà, Et, parce que au Brésil, les flics corrompus, tout voilà, ça. Voilà. pour rien faire facilement. Et donc du coup, Dwayne Johnson s'allie à eux après avoir subi. D'ailleurs, il y a une belle scène de fusillade quand même. J'ai bien aimé cette scène-là. La fusillade où Dwayne Johnson se rend compte que finalement, il y a peut-être des méchants pires que Dominique et sa bande. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que Fast and Furious 5, là où il fait très fort par rapport au précédent et au suivant, c'est que en termes de variété de l'action, il est beaucoup plus riche que les précédents en fait, où t'avais tout le temps les mêmes trucs, juste un peu plus. Là t'as la baston entre Vin Diesel et Dwayne Johnson, t'as la poursuite sur les toits dans les favelas, t'as la poursuite à pied, je veux dire. Et Voilà, t'as plein de ils renouvellent l'action dans le fond et dans la forme en fait. Et ce qui fait un film qui est beaucoup moins lassant. Ils ont un budget qui est 50% supérieur au précédent film.
Jusqu'à arriver à la scène finale, donc. Et ils ont fait 2 fois plus de bénéfices que le précédent film, mais On voilà. va raconter la scène finale. Quand tu vois la scène finale, donc ils arrivent en fait, ils décident pas de faire sauter le coffre-fort. Non, ils embarquent le coffre-fort avec eux en le tirant avec 2 bagnoles. Voilà. Et là, c'est une scène surréaliste où t'as 2 voitures, donc des muscle cars, qui tirent un coffre-fort mais énorme et qui, se faisant, détruit la moitié de Rio. Et qui font C'est ça, côté certainement au Blues Brothers, passage hein. des milliers de morts. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. C'est ça qui est fou, c'est qu'ils en ont rien à foutre de la vie humaine. Et c'est en fait, et ça m'a fait penser à tous les films de Luc Besson où il y a des dizaines de cascades de voitures qui partent dans tous les sens et où le héros ou l'héroïne fait des centaines de morts dont elle a rien à foutre. Je pense à Toi, Lucie tu par penses exemple, à Taxi ou à Taxi. Et là, c'est exactement ça. Quand tu vois le coffre-fort qui défonce des vitrines entières, des moitiés d'immeubles, tu te dis c'est impossible qu'il n'y ait pas des centaines de morts, mais on s'en bat les couilles, c'est les gentils qui gagnent à la fin, et à la fin, ils sont blanchis intégralement, quoi. Et c'est à partir de ce moment-là, la vie extraordinaire. humaine, c'est comme mon grand-père qui a fait le front à Stalingrad m'a un jour dit, à ce moment-là, la vie humaine n'avait aucune valeur, elle ne valait pas plus qu'une feuille de papier. C'est exactement ça. Mais cette scène, c'est du destruction porn, et en fait, moi, ça m'a rappelé ça m'a un peu rappelé cette scène qui était une des 2 scènes pour lesquelles je sauve Terminator 3, et pourtant, c'est dur de le sauver. Mais c'est cette scène avec la grue, avec le camion à grue qui défonce la ville. Et ben là, ça m'a fait penser à la même chose. Bah, je trouve que c'est mieux parce que tu vois moins en fait les CGI. Enfin, ça fait plus. C'est bien mieux fait, branlé en fait. Bah, c'est après, vachement mieux branlé. Le film est plus récent, et puis voilà. Ça doit Moi, il y a jouer. aussi un truc que j'adore avec cette scène-là, c'est que, donc, comme tu dis, ils arrachent le coffre-fort avec des bagnoles, parce que faut quand même voir qu'ils passent tout le film. En fait, le plan initial, c'est pas ça. Le plan initial, c'est on s'introduit dans le commissariat en faisant du drift justement, pour en fait passer entre les caméras de surveillance. Et en fait, tu as tout le film. Ils s'entraînent avec ça, ils essayent plusieurs modèles de bagnoles, ils s'entraînent, ils reconstituent le commissariat. Le pitch, c'est on n'a pas de pognon, faut qu'on en trouve. Ils construisent un plan de fou. C'est ça qui est extraordinaire. Ils construisent un plan de fou, finalement ça marche pas. Bon, bah on va y aller bourrin. Qu'est-ce qu'on fait? On arrache tout. C'est extraordinaire. Et moi j'adore ce côté complètement décomplexé, genre bon tant pis, on s'en fout. On est, de toute façon, on n'est pas là pour faire des fioritures. Et voilà, c'est ça qui est magique, quoi. Et voilà, et ça, ce film, j'ai adoré ce film, vraiment. Et il y a quand même une scène d'émotion, puisque je l'ai revue il y a pas longtemps et je me la suis notée. C'est la scène où Dominique et Brian parlent ensemble et qui tout d'un coup, alors que le film est d'une débilité profonde, tout d'un coup est super sérieuse, où t'as Brian dont la femme est donc la sœur de Dominique, est enceinte, et il lui dit est-ce que tu te souviens de ton père, et qui devient méga touchante parce que c'est impossible avec tout ce qu'on sait de ce que va devenir Paul Walker, de la mort qu'il va avoir. Ça devient très très brut et frontal et très premier degré. Je pense que c'est s'il y avait une de mes scènes préférées, genre pas une scène d'action mais une scène d'acting, je pense que ça serait celle-là. Je pense que c'est une des meilleures scènes de Paul Walker de toute la série. Moi ça m'a un peu flingué le cœur, quoi. Non, mais c'est le moment effectivement où son personnage, puis effectivement où Paul Walker rentre vraiment dedans, parce qu'en fait au début c'était vraiment un épouvantail en fait. Paul Walker, il était là, enfin, tu sais, il n'était pas vraiment présent sur le premier. Tu sentais qu'il n'était pas dans le truc. C'est effectivement gosse, à partir de là. Tu te demandes un peu ce qu'il fout là des fois. Voilà, et là c'est effectivement à partir de cet épisode-là où il commence à construire une mythologie propre à ce personnage, parce qu'en fait il était un peu écrasé sous le personnage de Dominic Toretto, quoi. Puis il était un peu en dehors de toute leur famille et de leur bande en fait, et c'est dans ce film-là où vraiment ça y est, là il est intégré à la bande complètement. Ça commençait déjà dans le 4, mais dans celui-là c'est bon, c'est un membre du crew et il a son importance. Oui, là il n'y a plus d'hésitation en fait, enfin, lui il a plus d'hésitation, ça y est, c'est parce que dans le 4 il est pour les flics, puis après il lui dit pas la vérité, machin, enfin là c'est fini, on rentre vraiment et il en fait partie pour de bon, quoi. Est-ce qu'on est d'accord pour le mettre premier de la liste? Complètement d'accord. Pour moi, c'est le meilleur de la série et de loin. Donc là, je spoil, mais j'en mettrai pas un seul autre au-dessus. Et j'ajoute que un des hommes de main du gros boss s'appelle Zizi. Et rien que pour ça, j'ai envie de le mettre. Donc on résume, Fast 5, suivi du 1, suivi du 4, suivi du 3. Et du 2 en dernier. Du 2. Et bien on passe à Fast and Furious 6. Toujours Justin Lin. Ouais. Ils ont pas essayé de faire les malins sur le titre, ils sont restés simples. Fast and Furious 6. Oui, même en VO. C'est d'ailleurs la numérotation, il n'y a pas de jeu de mots, il n'y a pas de contraction. C'est Fast and Furious 6, sobre, efficace, à l'image de la saga. Et il y a des moments vraiment chouettes dans ce film. Bah déjà, on peut dire à la fin du 5, ils découvrent que Michelle Rodriguez est peut-être pas morte, et ça va être tout le sel du 6. Et qu'est-ce qui est arrivé à Michelle Rodriguez? Et le 6, il a un côté Avengers, parce qu'en fait,
ils affrontent un autre crew de conducteurs, dont il y a par exemple Gina Carano. Ah ouais, putain. Il y a Gina Carano Gina dedans. Carano donc est dans leur team oui, au début. mais bon, oui, je spoil parce qu'en fait c'est une méchante à la fin, mais bon, Ouais. voilà. L'idée c'est ça. Et surtout, il y a un acteur de The Raid dedans. Si vous avez vu, pour ceux qui ont vu The Raid, c'est-à-dire ceux qui ont des bons goûts de cinéma, Oui. c'est celui qui faisait le lieutenant de l'équipe, le tout grand avec la petite moustache qui se fait défoncer par Mad Dog. Il joue dedans aussi dans Fast and Furious 6. Alors dans le 6, moi il y a un truc que j'ai remarqué et qui ensuite reviendra dans les films suivants, c'est que tous ces gens-là qui finalement sont plus ou moins en délicatesse avec la justice ou sont obligés d'être couverts, enfin d'avoir des couvertures, n'ont aucun problème pour voyager tout autour du monde dans des temps records, ce qui est assez intéressant parce que ça commence à Londres, ensuite ils repartent à Los clair. Angeles. Alors il y a un passage éclair de Brian dans une prison et ensuite hop il est déjà de retour avec les autres, enfin c'est un peu Oui. n'importe quoi. Ensuite ils plus, vont en tu comprends même Espagne, pas enfin, à quoi ça sert. Enfin, voilà. oui. Il y a des déplacements qui sont vraiment, tu comprends pas et c'est assez bizarre. Et là, la bonne idée de Justin Lin, c'est d'avoir débloqué un peu du budget. Alors, il faut dire, ce film a coûté 160 millions, ce qui est beaucoup plus que le film original, mais on a rapporté presque 800 millions. Voilà. La bonne idée, c'est de mettre un peu de budget pour un vrai méchant. Et c'est Luke Evans qui fait le méchant, et c'est pas mon méchant préféré. Non mais il est Mais pas ce que mal. je veux dire, c'est qu'ils ont commencé à penser au fait que si on a un bon antagoniste... Oui, si ça t'as pas peut- d'antagoniste, ouais, ça va être compliqué, ouais. Et du coup, ils commencent à imaginer leur méchant un peu comme les films Marvel. Et d'ailleurs, à la fin, ils teasent d'ailleurs le méchant Oui. du film suivant. Mais oui, justement, c'est pour ça que je disais c'est vraiment les Avengers. Enfin, c'est un mix entre Avengers et James Bond parce que justement, on est aux quatre coins du monde, commence à y avoir des gadgets. Enfin voilà, on est vraiment parti sur c'est plus un film de braco. Hein, ça, on a déjà oublié. On est parti sur un truc beaucoup plus large. Et je suis complètement Il y a- d'accord sur le côté vrai méchant parce que c'est un des premiers de la série qui s'implique vraiment parce que les précédents, tu vois, c'est soit des barons de la drogue qui ont toujours des sous-fifres, mais là, lui, Oui, puis qu'ils font rien. Enfin, lui, voilà. il s'implique, il se bastonne et c'est vraiment un méchant qui est, déjà, il est un petit peu charismatique déjà plus que les autres, mais lui, il fait des trucs, quoi. Il conduit, il tue des gars, enfin voilà, c'est un vrai méchant. Il y a des vraies cascades dans celui-là. Quoi. En même Oh, temps, putain, si tu mets Gina Carano, en même temps, Ouais, tu c'est sais ça. tu sais que tu vas avoir du bon matos. Mais il y a cette scène où ils se battent. C'était dans l'avion ou dans le hangar ou Dans l'avion en fait. où t'as The Rock qui tient le mec et, Ouais. et Vin Diesel ou non, je sais plus qui c'est Vin Diesel qui le tient et The Rock qui lui fait un tébi à la gorge. Bah, Putain, mais il y a des scènes à hurler de rire. Il y a une scène folle avec un tank où à la toute fin, t'as Vin Diesel qui saute de sa bagnole pour rattraper l'autre personne. Attends, c'est dans celui-là hein, qui rattrape. Oui, c'est dans Michel celui-là, Rodriguez. ouais. Enfin, c'est Ouais. complètement ouf. Oui, d'ailleurs, j'allais dire, c'est un peu un problème pour moi de ce film-là, c'est que c'est le film à partir du moment où ils ont commencé à faire sauter tout le monde. Ils se sont dit, ce qui marche bien dans les films, ce qu'on aime voir, c'est des gens qui sautent. Au ralenti, si Au possible. ralenti. Et genre, ce film-là, il pullule de mecs qui sautent dans tous les sens. Et au bout d'un moment, c'est trop grotesque pour que ça fonctionne. Et en fait, pour moi, il saute le requin de trop nombreuses fois. Par exemple, la séquence de fin où l'avion met littéralement un quart d'heure à décoller sur sa putain de piste de décollage. Elle fait 300 km de long la piste. Hein, Elle je fait pense. 300 km. Le mec il parcourt tout un continent pour faire décoller son putain d'avion. Mais les mecs ils se Au sont bout d'un dit, moment, ma c'est scène trop, préférée c'est dans trop. Die Hard 2, c'est celle à la fin où l'avion il décolle pas. Je vais faire Ouais, pareil. non, mais c'est ça. Et surtout qu'en plus, il y a un côté, sur cette scène-là, t'as beaucoup d'images de synthèse et elle se voit et le décor est tout noir. Enfin, tu sais, t'as vraiment là pour le coup, tu sens un côté. On a voulu jump the shark, mais sauf que tu sens que dans l'exécution, il y a un truc qui cloche, quoi. Et du coup, pour moi, c'est là où ça se brise un peu, justement par rapport au 5 qui a gardé un super équilibre entre le nawak et le côté impressionnant, quoi. Et j'aime bien aussi tout le côté triangle amoureux entre le personnage d'Elsa Pataki qui découvre qu'en fait Letty, donc Michelle Rodriguez est toujours vivante. Et en fait, elle l'accepte plus ou moins. Enfin, Mais t'as oui. l'impression que ça. Bon, finalement, Oui. en fait, c'est pas grave. Je vais. Oh, la pauvre, elle a un personnage. Justement, c'est ça. C'est La horrible nana, ce qui lui arrive. C'est horrible ce qui lui Les arrive. nanas ont jamais été très gâtées. dans Mais Fast là, and c'est Ah, non, mais là, effectivement, elle est avec lui, elle est avec Vin Diesel tout le long et genre elle est dévouée. Elle les a pas attaqués, son personnage est dévoué et tout machin. Et quand il revient, il fait en fait, il y a ma meuf qui est rentrée, elle fait c'est pas grave, vas-y. En Et fait, genre, tu fais- ma meuf, elle a encore genre, envie. mais Elle a non, essayé tu de me mérites tuer pas 8 ça. fois, mais c'est elle que j'aime. Elle lui fait un Guillaume Canet dans la plage. Bon, bah, D'accord, tant pis, alors. Je t'aime, t'es trop bien, alors j'espère que Leonardo DiCaprio va bien s'occuper de toi. Tu savais que putain. cette scène n'est pas dans le film final.
On sait pas pourquoi il l'a pas gardé. Danny Boyle, il s'est dit non, finalement on va pas garder. Ouais, ça va pas le faire. Et que Guillaume Canet était dégoûté parce qu'il sentait qu'il avait tout donné en acting dans cette série. Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est réussir à dober sur Guillaume Canet dans un spécial Fast and Furious, honnêtement, c'est du talent. D'ailleurs, on parlait de notre moment d'acting préféré de tout Fast and Furious. Bah pour moi, il est dans le 6. C'est quand justement Vin Diesel recroise pour la première fois le regard de Michelle Rodriguez. Il sort de sa voiture, il la regarde et il ressemble un peu aux vaches de chez mon voisin, tu sais. Il regarde comme ça, droit devant, et puis il bouge pas, puis il a son gros nez comme ça qui tourne 3/4, et puis tu sens dans sa tête que ça fait « T'es la femme de ma vie, reviens !» Et je trouve ce moment magique. Voilà, c'est mon moment d'acting préféré de toute la série Fast and Furious. C'est vrai qu'il utilise souvent Dwayne Johnson parce que lui il sait jouer. C'est ça. Contrairement à l'autre, il sait jouer et donc il fait les bonnes punchlines. Voilà, il a les punchlines. C'est lui le plus drôle. Quand le mec, le Brésilien, il est en train de le tenir en joue dans le sac et il fait Stay the fuck out of my way. Tu vois, il faut vraiment avoir des bollocks pour faire ce genre de réplique. J'aimerais, comme j'ai précisé juste avant, il y a un voyage à Los Angeles. J'aimerais qu'on parle de cette histoire où on envoie Brian en prison. Genre, en fait, il s'est fait arrêter. Il y reste 2 heures dans sa prison de Los Angeles, oui, c'est ça, temps de questionner un des mecs. Ça n'avait aucun putain d'intérêt. Et en plus, le pire, c'est que si je me souviens bien, quand il sort de prison, les infos qu'il a, elles servent à que dalle, quoi. Donc oui, c'était vraiment une perte de temps absolue. Ouais. Oui, en plus, quelle idée d'aller se à foutre en prison aussi. Ouais, non, mais clairement, c'était vraiment. Bon, on sait pas pourquoi, on sait pas à quoi servait cette scène, mais voilà. Bon, où est-ce qu'on va mettre celui-là ? Alors, moi, je le mets sous le 5. Moi, je le mets sous le 5 parce qu'en plus, il tue Gal Gadot dans celui-là et c'était une grosse déception, quoi. Ah, mais attends, tu veux dire, mais tu le mets en 2e position, ça veut dire ouais. Le 5 est premier. Ouais, parce que le second, c'est le premier. Ouais, bah je le mets quand même en dessous du premier parce que ça reste. En fait, le truc, c'est que c'est à partir du 5, les films ont compris ce qui marche et ils sont débiles, quoi. Et du coup, c'est des films qui sont. Il y a qu'un seul truc que j'aurais. Enfin, non, pas qu'un seul truc que j'aurais rapproché, mais c'est que la durée, ils vont s'allonger. Ouais, il est long. Il fait 2h20 ou 2h27. Enfin, c'est. Et c'est pas des durées à actionneur pour moi. Je suis d'accord, il est très long. Ouais. Il est trop long et c'est ce que je disais, c'est que le 5 avait un super équilibre dans le renouvellement de son action et dans l'équilibre crédibilité entre guillemets et il y avait très peu de temps mort dans le 5 en plus. Le 5 était vraiment bien foutu. Alors que là, les scènes s'allongent et au bout d'un moment elles s'allongent trop et au bout d'un moment tu commences à en avoir marre, quoi, et tu as envie de passer à autre chose et vraiment tu commences à le sentir dans le 6, quoi. Encore plus long, c'est. Attends, on le met où du coup ? Ah bah on l'a mis moi je le mets en 2e aussi. Ok, on est tous d'accord pour le mettre en 2e. D'accord. On est tous d'accord, ouais. évidemment. Ok. Enfin, au moins il y a des choses pour rigoler. Oui, tout à fait. Oui, puis il y a Dwayne Johnson. Encore plus long et peut-être plus larmoyant. Furious. Il s'appelle Furious 7. Furious 7. Non, j'ai cru qu'il s'appelait Fast 7. Non, c'est Fast 5 et Furious 7. Et en fait, il s'appelle Fast 7 sur certains marchés, mais pas aux USA en tout cas. Donc c'est le bordel. Et chez nous, c'est Fast and Furious 7. Hein, comme ça, on se prend pas la tête. Et voilà. C'est le film qui a été le plus dur à faire, puisqu'en fait, ils l'ont retardé. Puisque Paul Walker est mort, est mort entre-temps et durant le tournage. Ouais. D'un accident de voiture en plus. Et du coup, ils ont attendu de demander à la famille. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé ses deux frères. Ouais. Ces deux frères en stand-in et puis beaucoup CG. Il y a 2-3 scènes où tu vois clairement que il est ailleurs, quoi. Alors, oui, tu vois, c'est marrant parce que moi, si j'avais pas su qu'il était mort, je pense que je m'en serais peut-être pas rendu compte. Ah ouais, mais on le savait bien sûr, qu'il était mort. Mais si je l'avais pas su, je pense que je m'en serais pas rendu compte. Pour moi, il n'y a pas eu l'Uncanny Valley que j'ai pu subir avec le grand Moff Tarkin dans Rogue One, par exemple. Oui, mais c'est pas filmé en gros plan aussi, c'est pour ça. Ouais. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Ouais. Et je pense surtout, il y a une scène où il est avec sa femme. Il faut dire, c'est pas Lynn à la réalisation, c'est James Wan, donc le réalisateur de Saw. Ouais. J'aime beaucoup ce film en fait. Je pense que le 7, il coche toutes les cases pour moi. Il est débile. Il a le meilleur méchant. Bah, on peut le dire, le méchant c'est Jason Statham et Jason Statham cœur, quoi. Et Jason Statham qui joue comme dans comme s'il faisait une comédie en fait. Et Jason Statham qui joue le frère donc du méchant du 6 et donc il veut venger son frangin et qui commence en foutant. En fait, moi mon problème avec le film c'est qu'il fout le meilleur acteur à l'hôpital dès le début du film et donc on voit trop peu de Dwayne Johnson, ce qui est mon principal souci avec le 7. Mais j'adore Jason Statham, il joue comme dans Spy, quoi. Jason Statham, j'adore. Il est à fond les ballons,
il balance de la punchline, il est là pour casser son adversaire moralement et physiquement. Et d'ailleurs, c'est aussi un gros problème du film parce je trouve que c'est super en fait. C'est aussi un gros problème du film, c'est que à côté, en face de lui, son adversaire principal, c'est Vin Diesel, et vraiment la baston de fin, elle m'a fait. Je n'ai vu que Jason Statham retenir ses coups en fait. Moi je préfère Vraiment, Jason Statham, clairement. Moi j'étais dans la team Statham, je voulais que le méchant gagne en fait. En termes de dramaturgie, mais aussi en même temps de termes de chorégraphie, tu sens que Jason Statham il est à 60% pour pas foutre minable Vin Diesel. Bah, et t'as vraiment, l'impression de regarder Iron Fist quoi. voilà, et vraiment ça me pose un problème non, parce que faut pas déconner. Vin Diesel il se bat quand même mieux que Iron Fist. mais non, mais tu sens vraiment ce côté-là, tu sens vraiment que il fallait que ce soit Vin Diesel qui gagne parce que c'est le héros de la série, mais Non mais attends. Ça c'est t'a pas ce pas que nous rappelé, dit, c'est ça pas t'a ce pas que nous rappelé dit, la l'image, baston, quoi. ça t'a pas rappelé la baston entre Jet Li et Dolph Lundgren dans le premier Expendables? Non mais ou pire la baston de Jet Li contre Mel Gibson dans l'Arme Fatale 4. Enfin, Oh c'est putain pareil, oui, c'est oh vraiment, putain oui. tu sens qu'à un moment donné le truc il brise le contrat parce que tu sens que ils ont pas réussi à faire en sorte que tu crois Voilà. que tu crois à cette issue. C'était pas possible qu'il le batte dans un combat à la loyale en 1 contre 1. Mais avec des barres de fer. Par contre, la caméra le réalisateur se donne énormément de mal pour le faire croire. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça que j'apprécie. Mais je tiens à vous rappeler qu'il y a quand même une baston entre Paul Walker et Tony Jaa et de la différence de level. Et encore plus énorme. Incroyable. Ouais. Mais c'est ça la magie du cinéma, c'est que pour moi, je la voyais pas quoi. Oui, mais la baston entre Tony Jaa, donc le mec de Hong Bak, et Paul Walker, elle fonctionne mieux parce que justement le settings fait que Paul Walker a des avantages parce qu'en fait il se bat dans un bus qui est en train de tomber d'un précipice en gros. Ouais. Et en fait t'as moins le côté mano à mano armes égales que t'as à la fin en fait, et du coup tu vois, enfin c'est mis en scène pour que Paul Walker en fait il s'en sorte grâce au truc et qu'il pense en fait à sauver sa peau plutôt qu'à bastonner l'autre mec, et je pense que c'est ça qui fait que cette baston là fonctionne mieux que la fin où finalement même si t'as le parking qui s'écroule dans la séquence de fin, t'as vraiment un gros moment où ils sont censés s'affronter à mano Jason Statham et Vin Diesel, et que non, Statham, et il y a Jimon Onsu qui récupère le pouvoir de Dark Knight, le God's Eye. deuxième, enfin, Le le God's Eye qui permet de scanner tout le. Enfin, le God's Eye qui est créé par Nathalie Emmanuel qui est l'interprète dans Game of Thrones. Et bon les gars, il faut quand même un peu qu'on parle de Kurt Russell, mine de rien, à un moment. Kurt Russell qui va devenir les gars, les scénaristes se sont dit bon, ça devient compliqué de faire en sorte qu'à la fin de chaque film il soit blanchi, soit poursuivi, donc on va faire en sorte qu'il bosse pour le gouvernement en sous-main, et donc Kurt Russell c'est un Men in Black qui va les embaucher en cover-ups et va tout gérer dans le dos de tout le monde, et donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans tous les pays du monde, c'est pas grave, Kurt Russell va faire le ménage à la fin, et ça c'est ça que je trouve extraordinaire maintenant, c'est qu'ils en ont plus rien à foutre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont blanchis intégralement pour tout ce qu'ils font, et c'est extraordinaire. Même littéralement sur le moment. C'est-à-dire que, tu sais, il n'y a même pas d'ambiguïté ou quoi que ce soit. Il débarque, il fait bon, les gars, faites votre merdier, vous inquiétez pas, je vais nettoyer, quoi. C'est ça quoi. C'est le rôle de Kurt Russell. Et il est formidable. Il devient une espèce de Mr. Fix-It mélangé à Mr. Wolf de Pulp Fiction, puisqu'en plus il sait tout, c'est exactement ça. Tout le monde, il les traite avec condescendance, c'est très rigolo. C'est un Deus Ex Machina aussi. Ah oui, c'est complètement un Deus Ex Machina. C'est un Deus Ex Machina parce que dès qu'ils ont un problème, il arrive, il débloque la situation, puis on peut passer à la suite, quoi. C'est le vieil agent qui a tout vu, qui a tout connu, il a tout chié, il est extraordinaire, quoi. C'est vraiment le personnage magique. Il y a la scène la plus what the fuck de toute la série pour moi, qui est il se trouve à Abu Dhabi et il utilise la bagnole pour sauter de tour pour sauter d'un immeuble à l'autre. C'est extraordinaire. Genre avec une absolue mépris total de la vélocité, de l'attraction terrestre, de tout ce qu'il y a. Cette scène est, je pense, c'est une des scènes les plus folles de cinéma, genre en termes de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train de regarder. Oui, non, c'est ça, ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a vraiment aucun sens. Et à côté, il y a Paul Walker sur le wagon passager qui est là, genre. Qu'est-ce qui se passe? On note et je crois que c'est au début que le tank c'est dans le 7 ou dans le 6? Mais je lui perds moi. Le tank c'est dans le 6. Ouais. Le tank c'est 6. Donc, parce qu'il y a un pont dans le 6 hein. Quand il saute d'un côté à l'autre de l'autoroute depuis sa bagnole, c'est dans le 6 ça. Oui, ça c'est dans le 6, mais ça oui c'est quand t'as Vin Diesel qui vole effectivement. Mais là le 7 je crois qu'ils sont largués en bagnole et t'as Tyrese Gibson qui hurle pendant toute la chute. Ah oui c'est celui-là, c'est celui-là, ouais. Évidemment, il fait que ça. Je vais vous dire pourquoi je pense que c'est mon film préféré après Fast 5. Ouais, on est d'accord. Après Fast 5.
c'est que évidemment il est utilisé à l'économie The Rock, mais par contre quand il parle, ça donne à ses punchlines une puissance mais 10 000 fois supérieure. Et il y a ce moment où il est à l'hosto, il porte un plâtre, et vous qui avez porté des plâtres, vous le savez, genre tu peux pas enlever un plâtre comme ça. Non. Lui, il le fait exploser de l'intérieur. C'est littéralement un super guerrier. J'ai jamais vu personne faire ça à part Son Goku. Et il est là et il dit à sa fille, Daddy's gonna go to work. Et c'est extraordinaire. Genre, et il y a un dernier truc on peut pas ne pas en parler. C'est la dernière scène, quoi. La dernière scène, je sais pas vous, mais moi, elle m'arrache une larme à chaque fois. Ah, elle m'a filé des frissons, je l'avoue. Là. Ah, moi, elle me... C'est le au revoir à Paul Walker. Parce que, en fait, moi, je croyais qu'ils allaient tuer le personnage pour que ça soit clean state, tu vois, pour que il y a plus de justification au fait qu'il soit pas là. Et en fait, ils ont fait ça de manière assez habile, et je pense de manière assez... je pense que Vin Diesel a beaucoup téléguidé les dialogues. Je pense que si Vin Diesel a de l'intelligence, je pense qu'il l'a mis tout dans cette scène-là. Oui, je pense aussi, oui. Et puisqu'il le narre, mais en même temps, il est premier degré, il est dans le personnage, mais en même temps, tu sens que c'est un texte à lui, tu sens que il le pense vraiment, et pour moi, du coup, oui, c'est une des plus belles scènes, quoi. C'est une très belle scène, je suis d'accord. Ouais. Le mec, et en plus, il arrive, il fait, hey, tu voulais pas me dire au revoir, et finalement, il se roule côte à côte. Côte à côte, et il lance un regard, en fait, et puis après, leur route se sépare. Leur route se sépare, voilà. C'est s'il y a un moment de poésie dans ce truc, à part la baston dans l'avion avec et le regard bovin quand il croise Michel Rodriguez. Oh, puis les gros plans sur les culs lors des courses aussi. Je pense que c'est le meilleur moment de toute la série. Ah, c'est un très beau passage, et honnêtement c'est un passage que j'aurais jamais cru voir dans un Fast and Furious. C'est vraiment non, mais surtout, c'est très fin et très bien fait, et c'est ça, c'est exactement, bon ils ont réussi à se retenir. Ils ont réussi à faire vraiment comme il fallait, parce que il y avait de la tentation d'en faire trop, et la séquence est assez courte. Et elle est logique par rapport au personnage. Elle est émouvante. Et elle est émouvante. J'avais peur qu'il finisse comme James Bond, comme au service de Sa Majesté, quoi. Il se marie et non, c'est un truc horrible. C'est une très belle scène, je suis d'accord. Eh bien, écoutez, Furious 7 est donc le deuxième meilleur Fast and Furious. Ouais. On va déplacer l'intrigue en 2017. Puisqu'on va parler de The Fate and the Furious. Voilà, Fast and Furious 8, chez nous. Le destin des dangereux, chez nos amis québécois. Voilà. Qui est tout frais. Tout frais, sorti la semaine dernière, à la date où non, cette semaine. Moi je l'ai vu hier, donc tout frais, voilà. Vraiment. Et il a déjà rapporté 530 millions. Parce que Fast and Furious 7 était un carton monumental. Chaque film rapporte plus que le précédent depuis le 4. Donc mais là, le 7, il a fait 1,5 milliard, donc voilà, c'est genre, à lui tout seul, il a botté tous les culs aux alentours, quoi. Et là, encore une fois, ils se sont dit, on voit ce petit gars qui a du talent pour Straight Outta Compton. On le récupère pour faire un film d'action. Alors ce petit gars qui a du talent, quand même, il a une carrière qui remonte à loin, un gars aigri. Il faisait beaucoup de clips. Il faisait du clip, il a fait le négociateur avec Samuel Jackson et Kevin Spacey dans les années 90. Donc ça remonte. C'est pas un genou, quoi, c'est ça que je veux dire. Ouais, et puis attends, c'est le mec qui a réalisé le clip d'Outkast, Mrs. Jackson, donc respect absolu. Du coup, le pitch, c'est là cette fois-ci le pitch, c'est Dominic Toretto, donc Vin Diesel, qui se retourne contre sa famille parce il y a un chantage exercé par Charlize Theron, qui le fait chanter, du personnage, comme on dit dans la version française, parce que moi je suis le seul à avoir vu en VF, qui s'appelle Cypher. Figurez-vous, il faudra s'y faire. Les doubleurs français appellent tout le long le personnage de Charlize Theron Cypher, et non pas Cypher. Cypher, littéralement. Et c'est presque à se demander si. Et c'est presque à se demander si c'est pas crédité. Si c'est pas crédité, c'est dans le générique de fin avec un i, tu sais. Alors attends. Donc, alors là-dessus, par contre, je veux bien les défendre. Le personnage s'appelle Cypher, mais avec un i. Vraiment. Ah bah voilà. Dans les crédits, elle s'appelle vraiment avec un i. Donc d'où le Cypher. Mais par contre, en anglais, il appelle Cypher. Sans doute son prénom Lucifer, donc qui en gros contraint Vin Diesel à se rebeller contre sa famille pour une vague histoire de domination de monde. En fait, on sait même pas. En fait, t'apprends. Surtout, il y a une histoire de vengeance quand même quelque part, parce que t'apprends que dans les précédents films, elle avait fait, elle faisait bosser donc le frère de Jason Statham et le mec du 4, ils étaient tous les deux à sa botte, quoi. Donc en fait, c'est comme dans Spectre, en fait. C'est le même truc tout pourri que dans Spectre, où finalement tout est lié. Voilà, finalement c'est moi le grand méchant qui domine tous les autres méchants d'avant. Et oui, voilà. Elle le fait chanter, en fait, on peut le dire. Hein.
Alors attendez, on va prévenir les auditeurs, on va spoiler Fast and Furious 8. Ce qui se passe, c'est qu'elle menace Vin Diesel de lui faire manger ses dreadlocks. Si jamais... Bon, on va spoiler un petit peu Fast and Furious 8, on va peut-être pas raconter la fin, mais on va spoiler un peu. Oui, désolé pour les intellectuels qui s'intéressaient avant tout au scénario, voilà. C'est avec le moment où il va falloir couper le podcast, je suis désolé. Charlize Theron a pris en otage Elsa Pataky et Il donc, y avait un polichinelle dans le tiroir, qui en fait. était enceinte de Vin Diesel, qui ne le savait pas, et donc Vin Diesel le découvre. On l'apprend au milieu de film à peu près. Et Mon fils, c'est la plus belle chose que j'ai jamais voilà. vue. It's family. Voilà. Et du coup, It's family, but little family, you know. Not et du coup, big il trahit family, little. Du coup, il trahit The Rock et tout le reste de sa team lors d'une mission. The Rock se retrouve en cellule, mais en fait, c'est une manip de Kurt Russell pour qu'il récupère Jason Statham. Et Voilà. et là, T'as moi, remarqué et que moi- Ou l'inverse. Quand J'ai jamais compris si c'était ça ou Quand l'inverse. ils mais vont bon. en prison, c'est toujours une manip. et j'adore. C'est C'est jamais toujours. un Les truc. mecs vont jamais en prison pour des vraies raisons, quoi. C'est toujours pour. On a un peu. Tu vas voir que dans le 9, on va apprendre que Kurt Russell, c'est lui le grand méchant qui manipulait Charlize Theron, tu vois. C'est Enfin, ça, non, mais- les mecs, ils ont tué des millions de personnes à travers le monde avec leurs courses-poursuites. Ils vont en prison, c'est Center Park. Mais oui, en plus, mais à chaque fois, ils y vont pour 2 heures. mais dans le même temps, c'est Si, The ils y Rock, restent- quoi. Attendez, Ils The y restent Rock. 20 minutes, quoi. Il y a une scène d'évasion et The Rock se fait tirer dessus au flashball et les flashballs rebondissent sur Elles ne lui font et il en a rien. rien à Elles ne foutre, font quoi. rien. C'est extraordinaire. Et puis, il faut quand même qu'on parle de la première scène de The Rock où il est en coach d'équipe féminine de il fait un football. cas, ouais. Et j'ai hurlé de rire. Et c'est là que tu te rends compte que voilà, les mecs, ils en ont plus rien à foutre. C'est de la connerie du début à la fin. Et moi, j'ai pleuré de rire pendant cette scène. La scène de football, j'étais Oui, pété de moi rire. aussi, elle m'a fait. Elle fait était vraiment bien, rire. elle était très bien. Et pourtant, c'était une des scènes qui bougeait pas trop parce que voilà, je précise pour les auditeurs, j'ai eu la chance de voir le film en 4DX. En gros, c'est un cinéma dynamique où tu regardes des vrais films. Donc, c'était et les Fast and Furious sont quand même des bons clients pour Oui. avoir des sièges qui bougent. Et d'ailleurs, la première scène, il y a une scène de course, ce qui n'était pas arrivé depuis au moins 2 films. Au tout début, Elle à est Cuba. absurde. Elle est absurde. Elle est extraordinaire. La fin, Le mec, mais- il va plus vite que son adversaire en marche arrière avec c'est- un taco. C'est génial. C'est vraiment Alors, est-ce tellement que, bien. est-ce que je peux juste dire un truc, c'est que déjà dans le set, on a vu que c'était un super-héros puisqu'il défonçait le plâtre de l'intérieur tel Son Goku. Là, littéralement, il résiste aux flammes. La voiture Dwayne est en Johnson, feu, ouais. Ah oui, oui. et la voiture Ah ouais, est non, en c'est feu. Vin Il Diesel. fait Vin Diesel, ouais. Vin Diesel et il fait psst, psst. Ah Le non, bras, il continue de conduire. Il se dit, c'est une bonne idée de gagner dans ces conditions. Ah mais la scène de l'explosion finale, où je vais pas révéler comment ça se passe, mais l'explosion finale Oui, où, oui, où oui. Vin Diesel survit à ça, tout le monde a pleuré de rire dans la salle tellement c'était extraordinaire. Et c'est là que tu dis c'est impossible que les mecs fassent ça au sérieux, enfin se fassent ça au premier degré. Et c'est pour ça que c'est bien, c'est parce que et le film c'est le deuxième plus long de la franchise, il fait juste 1 minute de moins que le précédent. Honnêtement, j'ai pas tellement vu le temps passer. Il y a quelques temps morts, Alors, mais globalement, je me suis tellement marré que moi j'ai bien Je me aimé. suis endormi dans la salle. C'est au moment où il y a ce fameux moment où elle pirate toutes les voitures et toutes les voitures. Et ouais, et t'as un dégueulis de CGI de bagnole en fait. Et là, tout d'un coup, dès que ça devenait pas réel, je me suis endormi. Alors, je suis d'accord que c'est du CGI de bagnole, mais moi j'ai trouvé l'idée géniale en fait. Toutes ces voitures qui déambulent comme si c'était du liquide qui envahissait les rues, et ensuite les voitures qui tombaient du ciel littéralement sur. Et moi j'ai bien aimé cette scène, vraiment quoi. Ouais, moi je trouvais que ça en faisait. Enfin, c'est qu'au bout d'un moment, c'était. Je suis La façon d'accord dont que c'était fait, la ça en faisait CGI trop en fait. Je suis d'accord que c'était trop faisais- CGI bon. en fait. Je suis d'accord, mais en fait Ça faisait trop, voilà. ça donnait un côté super organique aux bagnoles, et moi j'ai trouvé que c'était vraiment une chouette idée, mais pas très bien réalisé. Par Oui, contre, c'est ça, là-dessus je c'est- suis d'accord. L'idée pourquoi pas, mais effectivement, dans l'exécution, c'est qu'ils étaient trop frontal en fait. Ouais, je suis pense, d'accord à ce moment-là. là-dessus. Ils étaient trop frontal sur l'exécution, et ce qui fait que ça fonctionne moins bien que le pitch que tu peux avoir sur le papier, quoi. Ouais. Et on l'a vu, il y a eu un glissement. Donc avant, c'était des courses et maintenant, c'est des films d'espionnage avec du hacking et tout ça. Littéralement, c'est James Bond. C'est une team Ah oui, c'est James Bond. Ah ouais, c'est James C'est Bond Team James complètement. Mais surtout, Parce que il y a un le truc hacking, pour moi- dans le 8, il est extraordinaire quoi. C'est du hacking à la vas-y comme je te pousse, c'est fantastique, c'est incroyable. C'est du hacking en QTE. Pour moi, l'erreur de ce film, c'est Jason Statham qui devient le Vegeta. C'est-à-dire, il devient le gentil. Bah, Alors, c'est surtout moi, que ça c'est pas colle une pas erreur, du tout je parce que alors Ouais. Je trouve que il était vraiment beaucoup mieux en méchant. En fait, le problème, moi, c'est pas une erreur dans le sens où je trouve que s'il y a beaucoup plus d'alchimie et le couple fonctionne beaucoup mieux entre Dwayne Johnson et
Jason Statham. qui n'a jamais fonctionné entre Dwayne Johnson et Vin Diesel. Mais je pense que c'est parce que les acteurs s'apprécient plus déjà. Vin Diesel et Dwayne Johnson, on sait qu'ils s'aiment pas hors écran. Oui, c'est même pas qu'ils s'apprécient plus. C'est-à-dire que si vous regardez bien tout le film, en fait, il y a le film de l'équipe d'un côté et le film de Vin Diesel de l'autre. Ouais. Et c'est pas que le scénario, c'est Vin Diesel qui l'a exigé comme ça parce que ça se passait tellement mal avec les autres qu'il s'est arrangé pour tourner toutes ces scènes de son côté sans jamais avoir à croiser Dwayne Johnson. Il est quasiment jamais à l'écran avec, ouais. Il paraîtrait que même la séquence de fin où il termine sur le fameux barbecue, etc., même là, en fait, c'est un plan recomposé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tourné le plan ensemble. Donc tu vois quand même le degré d'animosité qui devait régner sur le plateau. Et donc, du coup, t'as les deux films d'à côté, puis t'as Vin Diesel qui fait ses moments d'acting tout seul. Genre, la scène la plus drôle de tout le film, c'est quand il verse sa larme. Putain, cette larme. La larme en CGI. Cette larme, tu sais, tu le sens. Et puis t'imagines le technicien derrière qui lui fout une baguette dans le cul pour qu'il se mette à pleurer parce qu'il n'y arrive pas. C'est la scène la plus drôle de tout le putain de film. J'étais mort de rire, j'en pouvais plus. Et à côté, t'as le film de la team. Dwayne Johnson et Statham, tu sens qu'ils s'amusent à tourner ensemble, quoi. Tu sens que les mecs ils se font de la gueule. Et alors, de point de vue personnage, ça a aucun sens, c'est complètement débile. Et d'ailleurs, je pense que le twist du 9, ça va être, finalement, les mecs, je suis tellement sympa que Anne, je l'ai pas vraiment tué. En fait, Et je pense que ça va être ça. Parce que ça n'a aucun sens de faire de Jason Statham un gentil, sachant qu'il a tué Anne, mais de sang-froid, qu'il a massacré des gens dans le set, et c'est devenu leur pote là. Non, mais ça n'a aucun sens. Non. Et vous allez voir, marquez mes mots pour le 9, ça va être ça. Il va dire finalement, votre pote, il est pas mort, et il va revenir, j'en suis persuadé, j'en mets ma main à couper. Toute la scène finale de Jason Statham dans l'avion avec le bébé, je pleurais de rire, j'applaudissais, j'ai adoré, quoi. C'était fantastique. Tellement drôle, c'est tellement débile. Moi, je veux Jason Statham en James Bond après Daniel Craig, hein. Vraiment. Au moins, il est anglais. Ah bah oui. Oui. Non, mais Et puis d'ailleurs les meilleures punchlines du 8, c'est entre Statham et Johnson. Et Johnson. Et le bébé. Quand il lui dit, tu devrais mettre une taille au-dessus parce que pour tes t-shirts parce que le sang arrive pas au cerveau. Voilà, enfin t'as des trucs. Mais c'est cette scène où ils deviennent potes en fait. Les mecs ils s'échangent des punchlines genre je vais te défoncer la gueule et à un moment ils sortent tous les deux une vanne et ils se regardent et ils rigolent et c'est bon, ils sont potes. Cette scène est incroyable. Et puis là, c'est là où Johnson il dit bon ok c'est pas grave, je pardonne, t'as tué mon pote, c'est pas grave. C'est ça quoi. Tu fais des bonnes vannes. J'ai un truc avec ce film, c'est qu'en rajoutant Jason Statham en plus dans les gentils, à quand des mecs avec des cheveux? Parce que là, j'ai un vrai problème d'identification en fait. Alors moi pas. Paul Walker, c'était mon POI. Non. Et là, il y a plus Daniel, Paul je Walker. m'assure. Et là, c'est une série avec que des chauves. Oui. Et on a plein le cul quoi. Non, pas du tout. Le chauve, l'essayer, c'est l'adopter. Souvenez-vous-en. Honnêtement, je pense que introduire Statham en gentil, finalement, ça laisse peut-être une porte de sortie au producteur pour dégager Vin Diesel à un moment ou à un autre, tellement il est devenu ingérable. C'est ce que je pense aussi. Et moi, en même temps, ça me dérangerait pas trop. C'est mon hypothèse. J'en peux plus. C'est mon hypothèse. En fait. Ouais. En fait, parce que voilà, faut dire ce qui est, c'est que on a vu Fast and Furious 4. Le deal c'était est-ce que Fast and Furious peut exister sans Vin Diesel? La réponse était non. On a bien vu avec le 3, on a bien vu avec le 2, il fallait Vin Diesel. Le problème pour Vin Diesel, c'est qu'à partir de 5, ils ont introduit Dwayne Johnson. Et aujourd'hui, tu me dis, demain, est-ce que Fast and Furious peut survivre sans Vin Diesel? Je te réponds oui, du moment qu'il y a Dwayne Johnson. Je pense que c'est la réponse de tout le monde. Et si je te dis Baywatch avec Vin Diesel, t'y vas? Ah bah non. Non. Alors que Baywatch avec Dwayne Johnson, Baywatch avec Dwayne Johnson. Mais oui, mais bien sûr. Voilà, c'est ça. Tu me dis n'importe quoi avec Dwayne Johnson. Tu me dis un remake, un remake d'un film de Renoir avec Dwayne Johnson. J'y vais. Un remake de la règle du jeu avec Dwayne Johnson. J'y vais. Voilà. Quelle horreur, putain. T'imagines, ce serait trop bien. Et ne pas oublier que il fait tous les dans le placard. La grande illusion. La grande illusion avec featuring Dwayne Johnson. J'y vais. Mais le sorcier de la gloire avec Dwayne Johnson. On est méchant un peu avec Diesel, moi le premier, mais il faut dire un truc, c'est que c'est un beau comédien de doublage. Il est très bon en doublage. Oui, tout à fait, ouais. Il est bon après. I am Groot. I am Groot. Alors, je pense que c'est le maximum de mots qu'il peut enchaîner sans avoir à relire son texte. mais non, mais je pense surtout à Iron Giant, c'est lui. C'est lui le géant de fer, ouais. C'est lui le géant de fer, ouais. Tu vois, moi quand j'entends ça, moi il me met une larme à l'œil. Bon, c'est pas tout ça, mais où est-ce qu'on le classe le 8 alors? Non, il y a encore un dernier truc que je voulais dire. Faut juste dire un mot sur Scott Eastwood qui a un rôle là-dedans. Oh oui, oh là là. Ouais. Oh là là. Est-ce que son rôle là-dedans est plus intéressant que dans Suicide Squad? Alors, je pense pas, mais est-ce que tu crois qu'ils essayent de le placer comme remplaçant du personnage de Paul Walker ou est-ce qu'il va rester se cantonner à ça?
Je pense qu'effectivement Scott Eastwood c'est il a le profil Paul Walker d'un point de vue physique, on va dire. Mais il a le charisme Jay Courtney, quoi. Bon, où est-ce qu'on va le mettre ? Alors moi je le mettrais juste en dessous du 7. Moi aussi j'ai préféré le 8 au 6. Parce que j'ai vraiment adoré toutes les scènes avec Jason Statham en fait. Oui, et puis quand même cette idée de on va défoncer un sous-marin nucléaire avec une muscle car. Peut-on parler de la cascade de Tyrese Gibson avec sa portière qui était formidable. Oui. C'était il est oh là là. La cascade ultime, moi, c'est la torpille. Genre, on en la a rien à torpille foutre. avec Dwayne Johnson. Mais oui, le mec il slide sur la glace et il chope une torpille à la main. Il pousse la torpille à la main et elle va niquer un enculé. Et là tu vois, j'ai repensé à une déclaration de mon président Donald Trump il y a quelques jours qui a parlé des unmanned missiles. Et ben là on en a eu un missile qui était piloté par un humain à la main, à la mano. Fantastique. Ou alors quand la voiture de Vin Diesel cogne le camion lance-missile et que ça défonce tous les autres poursuivants. Mais oh là là. Non mais c'était grandiose. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce film. C'était grandiosement con. Encore une fois, ce sont plus des super-héros parce qu'ils résistent à des chocs incroyables. Ah non mais l'explosion finale, ils sont complètement conscients d'être des personnages. Et le moment où il fait, on a besoin d'un camion plus grand. We're gonna need a bigger truck. En référence à Jaws, évidemment. Voilà, il y a un moment où Vin Diesel dégage la portière de sa voiture juste d'un coup de poing, quoi. Enfin, tu vois, mais oh là 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 là. Non, mais voilà, moi je le mets juste en dessous du 8. Juste en dessous du 7, pardon. Ben, on est tous d'accord. Alors, voilà le bilan final, le bilan des courses. Le premier, c'est Fast 5. Ah, de loin, hein, vraiment. De loin. Le deuxième, c'est Furious 7. Ouais. Place très méritée, je trouve. Moi, je pense aussi, ouais. C'est en tout cas pour moi le plus émouvant des films. Le troisième, c'est The Fate of the Furious, donc celui qui vient de sortir. Voilà. Celui qui vient de sortir, ouais. Qui ne démérite pas, donc. Ensuite, c'est Fast and Furious 6. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. Cinquième, c'est The Fast and the Furious, le premier. Le film original. Le film séminal, comme on dit. Voilà, le film séminal. Ensuite, Fast and the Furious, ce qui est le quatrième. Le reboot en gros. Et attention, ça s'est joué de peu. The Fast and the Furious Tokyo Drift est avant-dernier. Ouais. Et le dernier, c'est Too Fast Too Furious. Voilà. Et on est désolé, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la grosse merde. C'est vraiment pas très bien. Écoutez, voilà, on a réglé son compte. On se donne rendez-vous dans 2 ans pour updater pour le 9 et tout ça. Mais pour est-ce Fast que 9. alors du coup, est-ce qu'on peut parler un peu de nos attentes pour le 9 ? Qu'est-ce qu'on veut voir dans le 9 ? Déjà, je pense qu'on va revoir Charlize Theron parce que c'est pas un gros spoiler, mais elle s'enfuit et ça c'est ouf. Elle s'enfuit. Le personnage n'est pas arrêté, rien. Elle s'enfuit. Oui, et en plus, alors pour le coup, ça je trouve, ce que je veux dire, Charlize Theron dans le 8, moi ce que j'aimais bien, c'est que c'était aussi un vrai méchant. Enfin, la scène par exemple où elle exécute Elsa Pataki, oui, je la trouve super réussie. Et je la voyais pas venir. Moi non plus, je le voyais pas venir. Tu sais, d'habitude les méchants ils font des notes. Enfin, elle va jusqu'au bout de son truc et la façon de faire. Et du coup, je trouve ça très étrange que ce personnage-là fuit comme une merde. Enfin, tu vois, genre. Il y a un truc qui est pas cohérent, ça fait vraiment oui, ok, elle va revenir par la suite. Et on va découvrir que finalement le grand méchant c'est pas elle, c'est le père de Vin Diesel qui n'était pas mort, qui revient. Oh putain, façon Jack Bauer, quelle horreur, t'imagines. Non mais je suis sûr qu'on va voir un truc comme ça. Et surtout c'est vrai que c'était un peu bizarre parce que elle joue une hackeuse en fait, c'est pas forcément la personnage qui va se mettre en danger. Elle tire les ficelles dans l'ombre, tu vois. Elle a pas forcément l'habitude de conduire des bagnoles ou de tirer avec des armes à feu. Elle a son gros aucun pour faire le sale travail. Et alors le nombre de fois qu'il prononce Family dans ce film, c'est genre après, à la limite de la nausée. Après, c'est le rouquin qui exécute Elsa Pataki, si je me souviens bien. Oui, mais il l'exécute sous ses ordres. Elle est présente, elle regarde Vin Diesel dans les yeux. Elle est dans la même pièce et tout, voilà. Ouais. Voilà, c'est elle qui fait l'action, enfin. Par sbire interposé, mais globalement c'est ça quoi. Moi la question que je me pose c'est est-ce que pour le 9 ils auront les couilles de faire tuer Vin Diesel, ce qui honnêtement comme on l'a dit me dérangerait pas forcément plus que ça. Moi non plus ça me dérangerait pas du tout. Je pense qu'il y a un moment où il y a des personnages secondaires qui vont devoir mourir parce que les mecs ils reviennent, ils commencent à faire doublon quoi. Il y a déjà un truc, c'est que tu vois la fin du 8, globalement le personnage de Dwayne Johnson, globalement tu sens que s'il revient pas, c'est déjà prévu parce que il y a sa fille puis il dit qu'il raccroche. Il dit qu'il raccroche les gants. Il dit qu'il raccroche les gants. Alors après, pareil, Vin Diesel, il a son fils, alors tu peux dire qu'il va se ranger. Enfin, tu sens que les mecs ils savaient pas trop parce que comme dit ça s'est passé tellement mal sur le tournage que tu sens qu'ils ménagent un peu toutes les pistes. Il se laisse une porte de sortie.
Voilà. Mais il y aurait un schisme à un moment donné, et je pense qu'effectivement, ça va. Si t'as Dwayne Johnson, tu récupéreras pas Vin Diesel, et inversement. À mon avis, ça m'étonne. Je pense que c'est le dernier où t'as les deux. Et j'aimerais vraiment que ce soit Dwayne Johnson qui revienne, moi perso. Hein, parce que... Bah oui, parce que Dwayne Johnson, vu le personnage vu la relation qu'il a avec Jason Statham, je pense que tu peux faire revenir les deux. Putain, mais ces deux-là, voilà, ils pourraient... Et ils vont faire comme Star Trek 3, ils vont partir à la recherche de Han qui n'est pas mort. Voilà. Et je pense que ça va être ça, Fast and Furious 9. Et là, alors, j'achète tout de suite. Si Gisèle pouvait ne pas être morte aussi, moi je voudrais bien un film juste sur Han et Gisèle, genre les années qu'ils ont passées ensemble, tu vois, genre un spin-off juste sur eux. Moi je prends, tout de suite. Et alors moi je mets une pièce sur un acteur que j'aimerais voir dans cette saga. Moi je voudrais voir Mel Gibson. Oui, alors en méchant. Alors quand tu m'as demandé... En méchant. Ouais. Ah ouais. Quand tu m'as dit quel acteur tu voudrais voir, moi j'avais deux noms. Le premier c'est Scott Adkins, que j'aimerais bien voir dans la team. Ouais. Parce que franchement il déboîte. Alors je crois pas qu'il ait déjà joué, parce qu'il avait joué dans Expandables, il faisait un méchant de seconde zone, et puis il se fait aussi tataner par Cumberbatch dans Doctor Strange, mais je crois pas qu'il ait joué dans les Fast and Furious. Donc Scott Adkins serait de la gueule, et effectivement Mel fucking Gibson. Mel Gibson, Mad Max quoi. Enfin, je veux dire, Mad Max, Martin Riggs. Oui, et puis évidemment aussi qu'on le veut. C'est un truc, c'est pour la pluralité, pour qu'il y ait un blanc dans ces films, quoi. Pour qu'il y ait enfin un blanc. Et moi j'ai envie de dire. C'est-à-dire, il y en a plus. Si Dwayne Johnson ne doit pas revenir, j'aimerais bien voir Terry Crews dans cette série, en fait. Oh non, pas un chauve de plus. Un chauve qui remplace un chauve, ce serait quand même legit. Sinon, Michael J. White, il y a toujours des bons acteurs. Michael J. White serait pas mal. Alors je vois que personne n'a cité Sam Worthington. Non, et je trouve ça quand même vraiment abusé. Ni Jay Courtney, tu vois. Ni Jay Courtney, et je trouve ça vraiment abusé, les gars. Vous êtes vraiment sans cœur. Mais tu sais, si on doit faire un jour un reboot de L'Arme Fatale, tu mets Terry Crews et Jason Statham, et je suis presque partant. Hein. Non mais attends, des bons acteurs qui peuvent jouer des bons méchants, il y en a plein. Hein. Genre, je pense à, je sais pas, Idris Elba. Idris Elba en méchant, ça pourrait être vraiment cool, ouais. Mais voilà. Javier Bardem. Ah ouais. Javier Bardem, ouais, il a fait ses preuves, ouais. Mais c'est bizarre pour les jeunes héros, j'arrive pas à trouver de. Je trouve qu'il vaut mieux prendre un mec pas connu qui ensuite va se faire un nom, en fait. C'est beaucoup plus intéressant. Peut-être, ouais. Ça coûte moins cher aussi. Oui, c'est clair. Bon, allez, c'est l'heure de petite reco, les amis. Oui, tout à fait. Bah, moi, petite reco, j'ai changé au dernier moment, en fait. Je fais une reco Vin Diesel. Parler d'un film qui est sorti en 2017 et que je crois que globalement personne n'a vu. Qui est donc Un jour dans la vie de Billy Lynn, ou Billy Lynn Long Half-Time Walk de Ang Lee. Film de Ang Lee, ouais. Qui est sorti, alors il est sorti dans des conditions un peu bizarres parce que c'est un film qui a été tourné en 120 fps 4K et que du coup t'as 6 salles dans le monde qui peuvent diffuser le film dans ces conditions. Et du coup, ça a été un petit problème pour la distribution. Ouais, ils l'ont distribué en qualité DVD, quoi. Voilà, il a été. Donc moi, déjà, je l'ai vu. Déjà, on peut le dire, il a bidé aux US. Hein. Mais alors, voilà, il a bidé partout, mais parce que justement, il avait cet argument-là et qu'il a été très mal distribué parce que ça a été un bordel. Enfin, je pense qu'Ang Lee aussi voulait vraiment que les gens voient ce film dans ce format-là, mais comme dit, 6 salles dans le monde, c'est pas gérable. Donc moi, c'est pareil. Moi, je l'ai vu version cinéma classique, 24 fps. Donc, je peux pas vous dire ce que ça donne la technologie de 120 images par seconde. Par contre, je peux vous parler du film en lui-même. Et que j'ai trouvé vraiment chouette. Alors il a ses défauts, mais vraiment chouette. Donc Vin Diesel joue un rôle dedans. Je vais pas vous dire qu'il joue très bien dedans, mais heureusement c'est pas le héros. Et voilà, globalement l'histoire c'est en fait une jeune recrue qui revient d'Irak et qui est célébré un héros parce qu'il a effectué un acte héroïque. Sur des images qui passent en boucle à la télévision, et tu suis en fait sa dernière journée avant de repartir pour un second tour au front. Et donc il passe sur les pelouses du Super Bowl, il croise tous les politiciens, en même temps on veut adapter sa vie au cinéma, etc. Enfin voilà. Et donc t'as tout le regard sur qu'est-ce que l'héroïsme aujourd'hui. Qu'est-ce que l'héroïsme, qu'est-ce que c'est qu'être un héros ou pas, et de quoi ce pays a besoin. Enfin voilà, et je trouvais le film qui était, j'avais vraiment des suspicions parce que Ang Lee c'est vraiment pour moi des hauts et des bas. Ça passe sous sa casse, Ang Lee, en fait. Ouais, mais c'est comme des hauts. Ça passe sous sa casse. Enfin moi voilà, je savais pas trop où j'allais me placer avec ce film là, et j'ai trouvé le film vraiment vraiment bien fait, vraiment vraiment intéressant, avec un point de vue qui est pas binaire. Enfin voilà, c'est un film voilà que personne n'est allé voir, qui a bidé complètement de partout. Donc surveillez la chronologie immédiate, il est sorti quoi en février, donc aux alentours de cet été ou de la rentrée. Vraiment c'est un de mes films pour l'instant de l'année. J'en ai pas vu non plus des centaines, mais celui-là je pense qu'il vaut vraiment le coup d'être vu.
Bah écoute, moi je vais le voir, pas dans les conditions. Voilà, mais mais je pense que personne les verra dans les conditions telles qu'il était voulu par Ang Lee, mais même sans ça, le film mérite le coup d'être vu. Voilà. À toi, Quix. Alors à moi, je vais parler d'un autre film réalisé par Justin Lin. Donc Justin Lin, avant de réaliser des films avec des gens qui ont des voitures avec 35 vitesses, parce que c'est quelque chose qu'on a oublié de préciser, c'est qu'à chaque fois Oui, qu'ils ont c'est besoin d'un clair. petit coup de boost, ils font ah bah attends, mais je vais changer de rapport. Et ça, c'est à mourir de rire à chaque fois. Oui. Tu sens Oui, que les boîtes c'est ça. manuelles, Ça c'est se un passe pas truc comme ça. c'est un truc mystique en fait dans les films américains. Les boîtes manuelles, c'est magique. C'est magique. Tu changes de rapport et tu vas plus vite. Donc bref. Symbole de virilité. Avant de faire ça, Justin Lin, il avait tourné un petit film en 2002 qui s'appelle Better Luck Tomorrow. Et dans ce film, on retrouvait déjà Sung Kang, donc qui joue Han dans Fast and Furious. Et ce qui est très drôle, c'est que son personnage dans Better Luck Tomorrow s'appelle Han Hu. Et dans Fast and Furious, il s'appelle Han Lung. Et c'est des personnages qui sont très similaires. Donc j'ai envie de croire que Better Luck Tomorrow se passe dans le Fast and C'est Furious l'univers universe. étendu, c'est ça. Et c'est vraiment un chouette film. Ça parle de la jeunesse désœuvrée asiatique aux États-Unis. C'est des choses qu'on voit pas assez souvent au cinéma. Et Justin Lin, il est un peu, il a une espèce de commentariste positif, même s'il les montre de manière assez exécrable, ces jeunes, parce que vraiment, il y a une histoire de... C'est des jeunes, ils sont forcément Il y a exécrables. c'est sexe, crime et violence, comme dirait Bernard de la Villardière. Mais c'est vraiment un très très bon film. C'est un film indé qui a fait sensation à l'époque. Et c'est un film vraiment indé. pas mal. Petite anecdote rigolote, c'est que en fait, il galérait tellement pour le faire financer que alors je ne sais pas comment ça s'est produit, mais il explique qu'en fait, il était désespéré. Il a appelé MC Hammer parce que MC Hammer avait lu le script et l'avait apprécié. Mais ne me demandez pas comment c'est possible que le mec Et out il of lui a nowhere. il lui a fait un Et finalement, il lui a fait un virement, de voilà. virement de $6,000 qui manquait au budget. Et donc MC Hammer est coproducteur du film parce qu'il aimait bien le script. Écoutez, c'est magique. Moi, c'est des moments comme ça qui me font aimer le cinéma. Quand tu dis que tu fais lire un script à MC Hammer et finalement il t'envoie l'argent pour que tu fasses ton film. Donc voilà, Better Luck Tomorrow, et qui est un bon petit film indé de Justin Lin. Eh ben écoutez, moi je vais recommander... j'allais recommander Better Luck Tomorrow, mais du coup, je vais recommander un peu le meilleur de Vin Diesel. Alors, on a dit qu'il c'était un très bon comédien de doublage, mais je pense que je pense que c'est un mec un peu fou. Imaginez, on est dans une soirée, on est à Los Angeles, et vous êtes deux scénaristes, et là, tout d'un coup, il y a Vin Diesel qui arrive, et vous êtes en train de boire votre Cosmo ou votre mojito, là, et Vin Diesel, il fait « Vous savez, je suis un joueur de Donjons et Dragons, et j'ai une passion pour Donjons et Dragons, et voilà mon personnage, est-ce que vous voudriez pas en faire un film ?» Et c'est authentiquement ce qui s'est passé, puisque ça a donné The Last Witch Hunter, Oh putain, je l'ai vu en plus. qui est un film d'action risible à souhait. Ouais, et c'est un film d'action qui pompe tellement de choses à la fois. C'est un film d'action qui arrive à essayer de pomper Blade, Batman et Le Seigneur des Anneaux en même temps. Et Van Helsing, enfin. Et Van Helsing, Et évidemment. Van Helsing, c'est Et Van vraiment- Helsing, à tel point qu'il Oh. a recruté Michael Caine pour jouer Alfred. Il y a Elijah Wood pour jouer Frodo alias Robin. Ouais. Il y a vraiment tellement de Ouais. références. Et en plus, il y a Rose Leslie qui est la rouquine de Game of Thrones. You Know Nothing, Oui, Jon ouais, Snow, c'est tout à elle. fait, tout à fait. Et donc du coup, c'est un film, c'est un amalgame de n'importe quoi, mais qui se regarde pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour une vraie débilité. Je crois que je l'ai vu à un moment un peu difficile je crois qu'il était sorti, il est sorti en même temps que les attentats, une série d'attentats en France, je crois. Et du coup, je crois que je l'ai vu dans ces conditions-là. Il me fallait que je me vide la tête avec une belle débilité. Et je crois que j'ai pas pu trouver un film plus débile que ça. Il y a Isaac de Bancolé dedans, enfin, qui fait un petit rôle et tout. Non, c'est très très débile. Si vous voulez vraiment une belle croûte, je vous recommande The Last Witch Hunter, le dernier chasseur de sorcières. Ouais, c'est vraiment le fond du panier, quoi. C'est assez ouf. Beaucoup plus haut dans le panier. Je recommande aussi la dernière course-poursuite en voiture de Paul Walker, qui est Brick Mansions, en fait. Et c'est son dernier film 100% lui. Et tu sens que d'ailleurs cette scène a été rajoutée. C'est un pour faire remake de genre- Banlieue 13, hein, rappelons-le. Qui J'allais lui-même y était venir. un remake de New York 1997.
Vaguement. Vaguement, bien sûr que vaguement. Non mais c'est exactement le même pitch. Non, là, tu peux pas dire vaguement. Ça, ce sont des faits. Vous voyez ce que c'est? Les gens se demandent qu'est-ce que c'est les Halifax. C'est Daniel qui dit vaguement c'est un remake. Non, les mecs d'ailleurs, Luc Besson a été condamné pour avoir utilisé le scénario plusieurs fois pour ses productions. C'est pas vaguement. C'est un remake pur et dur. Non, il a été condamné pas pour Banlieue 13. Il a été condamné pour Lockout. Oui, mais que Lockout que j'adore aussi, mais Banlieue 13, c'est un remake, c'est exactement la même chose. Enfin, c'est. Ouais, sauf qu'il y a du parcours et de la baston. Oui, d'accord, non, mais le fait qu'il n'y ait pas Kurt Russell n'en fait pas un non-remake pour autant, c'est ça que je veux dire. Et donc Paul Walker remplace avantageusement le français. Et il y a quand même David Bell qui a quand même un putain de niveau. Ce qui est intéressant, c'est que le méchant est joué par Reza, donc Reza du Wu-Tang. Et il apporte vraiment une dimension vraiment machiavélique au rôle, beaucoup plus que Bibi Nasseri, qui jouait Bibi Nasseri, c'est le frère de Samy, qui est aussi co-créateur de Banlieue 13. Ah, ils ont des cerveaux dans la famille. Et il y a un truc qui est vraiment chouette dans ce film, c'est quand même la scène de bagnole, puisque du coup, le film est sorti de manière posthume, mais il a été entièrement filmé par Paul. Il y a une espèce de joie, faut voir son sourire, et c'est la dernière fois qu'on le voit au cinéma, quoi. Et en vrai, et il y a un côté vraiment assez, il y a très très mélancolique. Je recommande ce film pour cette raison et pour cette scène seule. Sinon, Banlieue 13 suffit. Alors je sais pas si je suis d'accord avec cette assertion, mais je te couperai un montage. Ouais, ça j'en doute pas. La dictature Andreev, on sait ce que c'est. Hein. Bon bah ça, c'est fini pour les recos. Est-ce la peine de rappeler où on peut nous trouver? After Eight, Super Ciné Battle. Ouais. Ça vous va comme ça? Ça me va très bien. Ouais. Écoute, soyons simples, efficaces et subtils. Voilà, on peut rester bref. On en parlera dans d'autres circonstances. On a 2 épisodes de Super Ciné Battle déjà prêts. Oui, donc, déjà enregistrés. On ne sait pas quelle va être la numérotation finale. Si jamais je dis 29e épisode, excusez-moi, ce n'est pas le 29e, c'est le 30e. Oui, c'est un peu le bordel c'est pas grave, c'est un hors-série. Mais... Non, mais c'est comme Tokyo Drift, tu sais. En fait, il était fait avant, mais en fait, il se passe après. Tu vois. C'est un peu notre exactement Super Ciné Battle Tokyo Drift. On vous remercie de nous suivre et on remercie. Alors d'habitude vous pouvez nous retrouver la liste ultime du cinéma sur le site. Là vu qu'il y a 8 films, on va peut-être pas faire une liste. Quoique, on verra bien. Vous pouvez retrouver le podcast sur le site supercinébattle.fr. Vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube. Et donc on vous incite, abonnez-vous sur iTunes ou sur votre client de podcast habituel. Je crois qu'on a tout dit, les mecs. C'est bon? Vous avez tout dit? C'est bon? On est d'accord? C'est bon, super. C'est bon, ouais. On est d'accord. Bon. Fast Five, c'est le meilleur? Fast Five, c'est le meilleur. D'accord, ok, bah tout va bien. Bon, bah on vous remercie de nous avoir suivis. Et on vous embrasse. Et on vous dit à la prochaine. Et des bisous, ciao salut. À tous. Thought you could leave without saying goodbye. I used to say I lived my life a quarter mile at a time. And I think that's why we were brothers. Because you did too. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family?